Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire qui va commencer d'un instant à l'autre. Alors, il est 10 heures, nous sommes le 3 mai 2022 et nous allons commencer d'un instant à l'autre. Bienvenue à toutes et à tous. Bonjour à tous. On va se laisser le temps d'accueillir les participants qui sont en cours d'entrée dans ce webinaire. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, je vois les messages arriver massivement, donc on comprend que vous nous entendez et c'est déjà une bonne nouvelle. Alors, vous êtes très très nombreux ce matin. Bonjour à toutes et à tous. On reconnaît certains noms, hein. Ça fait maintenant 2 bonnes années que nous proposons des webinaires assez régulièrement et nous sommes heureux de vous revoir pour celui-ci ce matin. Merci pour votre fidélité et votre intérêt sur le sujet qui nous préoccupe, qui nous occupe ce matin avec les nouveautés de la loi du 2 août 2021. On va y venir. Bonjour à toutes et à tous. On se laisse encore une minute pour que tout le monde soit bien là et bien attentif. L'introduction, c'est le moment du café. Vous pouvez encore vous faire un petit café. Et le mien est toujours froid au démarrage d'un webinaire. Ça, c'est une constante. Ok. Donc, pas moins de 1670 personnes se sont inscrites à ce webinaire ce matin. Près de la moitié est déjà connectée. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous ce matin. On va se donner encore quelques secondes pour démarrer. Ok. Maître Cohen, si vous en êtes d'accord, je propose qu'on commence. Oui, parfaitement. Bonjour à toutes et à tous. Et merci au geste de m'accueillir ce matin. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Bienvenue à ce webinaire qui vous est proposé ce matin par GEST, qui est donc l'association régionale des services de prévention et de santé au travail interentreprise du Grand Est. Eh bien, vous êtes personnel RH, suivi par Agestra, vous êtes directrice d'une entreprise, suivi par Reims Santé Travail, ou bien encore infirmière d'entreprise, suivi par EPSET Vosges, ou bien encore QSE, suivi par l'AIST 83, ou bien encore responsable qualité, suivi par AST 67, vous avez bien compris, quel que soit le nom improbable de votre service de santé au travail, vous êtes le bienvenu. Donc, je tiens à remercier mes homologues et mes consoeurs de PACA Corse, de l'autre bout de la France, qui ont eu à cœur de diffuser l'information à propos de l'existence de ce webinaire et auprès de leur réseau et de leurs entreprises, et je les remercie ici. J'ai le plaisir d'accueillir pour ce webinaire Maître Laurence Cohen, qui est avocate en droit social du cabinet Chassani, Wattrelotte et Associés. Bonjour Maître. Bonjour à toutes et à tous. Et quant à moi, je suis Gaëlle Faure, responsable communication à Alsace Santé au Travail à Strasbourg pour animer ce webinaire ce matin. Alors, quelques informations pratiques avant de rentrer dans le vif du sujet. Je l'ai dit à l'instant, vous n'êtes pas moins de 1670 personnes inscrites à ce webinaire. Je ne vous cache pas que ça donne un petit peu le vertige. Donc, on est honoré de répondre à ce sujet qui est on ne peut plus d'actualité, on le voit bien. Et on est un petit peu challengé sur l'ampleur que prend ce webinaire aujourd'hui. Donc évidemment, il nous sera quasiment impossible de répondre à toutes vos questions de manière individuelle. C'est pourquoi on a prévu un temps de questions-réponses à la fin de chaque grande thématique qui sera abordée par Maître Cohen. Donc je me ferai l'écho de quelques-unes de ces questions à ce moment-là. Le support qui sera déployé par Maître Cohen sera disponible sur le site internet de GEST
d'ici la fin de la matinée avec le replay de ce webinaire qui est donc enregistré. Alors pour commencer, un petit peu de contexte, le 2 août 2021, alors que la plupart d'entre nous devaient être en vacances, la loi, dite loi santé au travail, a été promulguée et depuis, un certain nombre de décrets ont été publiés. L'objectif de cette loi, il s'agit de renforcer la prévention en santé au travail. Donc du coup, depuis, un certain nombre de décrets ont été publiés depuis cette date-là, et c'est donc l'objet de l'intervention de Maître Cohen ce matin. 3 grandes parties dans ce webinaire, 3 grands temps. Le premier consacré au suivi médical des salariés. Et donc là seront abordées évidemment la visite de pré-reprise, la visite de reprise, la visite de fin d'exposition, la visite de mi-carrière, le rendez-vous de liaison, l'essai encadré. Ça sera partie d'un gros bloc avec lequel on va commencer. Suivra ensuite tout ce qui concerne le document unique d'évaluation des risques professionnels. Et Maître Cohen abordera succinctement, pour en finir, la qualité de vie et des conditions de travail, le harcèlement sexuel, le passeport de prévention et l'offre socle. Vous avez compris, on a une matinée bien intéressante et bien chargée. Ce webinaire devrait durer 1h30 environ, peut-être un peu plus. Et je propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Maître Cohen, la parole est à vous. Merci Gaëlle, merci encore une fois au geste de m'associer à cet événement. Donc je suis ravie de pouvoir éventuellement répondre aux questions. Alors comme l'a dit Gaëlle, c'est vrai que les questions du chat, on n'y répondra pas exhaustivement, mais en tout cas on a dans le cadre de la présentation qui est prévue, essayé de balayer effectivement ces décrets d'application et essayer de vous décrire les impacts pratiques pour les entreprises qui sont donc engendrés par cette loi. La loi, cela n'a échappé à personne, est entrée en vigueur au 31 mars 2022 et les premiers décrets d'application entrent en vigueur en ce moment même avec des précisions qui sont apportées sur les différents axes qui sont prévus par la loi et notamment, vous le savez, cette loi santé au travail du 2 août 2021 avait donc pour objectif de renforcer la prévention en santé au travail, a dans le cadre du texte adopté des mesures qui s'articulent autour de 3 axes, renforcer la prévention au niveau collectif et donc la prévention des risques professionnels au sein des entreprises. On verra bien sûr le développement sur le document unique d'évaluation des risques qui est central en la matière. Deuxième orientation de la loi, améliorer le suivi médical des salariés et renforcer la lutte contre la désinsertion professionnelle, donc multiplier les mesures contribuant au maintien dans l'emploi. On verra également cet aspect-là dans le cadre du développement. Et puis enfin, améliorer le fonctionnement des services de santé au travail, qui sont rebaptisés, vous le savez, services de prévention et de santé au travail. Donc ces 3 axes-là ont été inscrits dans la loi qui succède à un accord national interprofessionnel, fruit de discussions et de concessions des partenaires sociaux pour essayer de garder finalement la médecine du travail telle qu'elle existe aujourd'hui, c'est-à-dire dans le giron de différentes associations loi 1901, que sont vos services de santé au travail qui vous invitent aujourd'hui à participer à ce webinaire, et de garder effectivement cette modalité d'un service de santé au travail paritaire, composé dans les organes de gouvernance, à la fois de représentants des employeurs et des salariés. Je refais cette introduction sur la forme des services de prévention santé-travail pour bien insister sur le fait que le service de prévention santé-travail est avant tout dans les mains des employeurs et des salariés, ou du moins de leurs représentants, et qu'effectivement, il est très important que cela reste ainsi. En tout cas, c'est ce que les partenaires sociaux ont souhaité, plutôt que de laisser aux législateurs la main sur l'adoption d'une réforme, ont adopté cet accord national interprofessionnel dont il se dégageait un certain nombre de grandes lignes et de principes que la loi a repris à son compte, et la dite loi renvoie elle-même à des décrets d'application pour son application complète. Alors, où en est-on justement de cette mise en application progressive de la loi ? La date phare, c'est celle du 31 mars qui marque le tournant
entre l'avant et l'après-loi du 2 août, puisque cette loi du 2 août, globalement, est entrée en vigueur au 31 mars 2022. Il y a néanmoins dans ce texte de loi des dispositions dont on dit qu'elles sont différées dans leur application dans le temps, soit parce que des décrets d'application restent à publier, soit parce que la loi elle-même diffère l'entrée en vigueur. Donc tout n'est pas encore applicable dès à présent, mais on a aujourd'hui effectivement un certain nombre de textes d'application qui sont déjà connus. Alors, sur les 47 décrets d'application annoncés, seuls quelques-uns ont été publiés, mais ils sont relativement complets, pour certains assez indigestes à lire d'ailleurs, et c'est l'objet de notre matinée aujourd'hui, c'est d'essayer de rendre cette lecture des décrets plus lisible pour les adhérents que vous êtes, et essayer effectivement de recenser tout cela dans une structure de plan qui soit accessible, on va dire, un peu plus facilement que la lecture littérale d'un décret qui est toujours, on le sait, assez fastidieuse, d'autant que les fameux décrets dont on parle procèdent par voie de modification de textes antérieurs. Donc, la vision globale des textes actuels n'est pas forcément évidente à première vue. Voilà pour le contexte. Maintenant, rentrons effectivement dans le premier thème que nous avons sélectionné. À dessein, nous commençons par le suivi médical des salariés parce que c'est l'une des préoccupations très concrètes des entreprises. Et on ira ensuite sur le chapitre concernant la prévention collective. Sur le suivi médical des salariés, je démarre par le décret du 16 mars 2022 qui est relatif à un certain nombre de visites qui ont été modifiées par la loi du 2 août 2022. Et il s'agit notamment pour les visites médicales que les salariés peuvent suivre ou doivent suivre, des visites de pré-reprise et des visites de reprise qui sont impactées par cette loi. Il se trouve que le décret inclut aussi dans son champ d'application la notion de convention de rééducation professionnelle en entreprise dont on va parler. C'est là la première illustration de ce que je disais, c'est-à-dire que ce sont des décrets qui sont publiés de façon échelonnée et qui, dans leur contenu, mélangent un peu des notions. Donc, on doit effectivement faire un petit peu une lecture attentive de l'ensemble de ces décrets pour avoir une vision globale. Commençons par la visite de pré-reprise. Vous le verrez dans le support que vous aurez à votre disposition et dans le développement que je vous propose. Je procéderai par voie de rappel du texte légal pour ensuite vous éclairer sur ce que le décret apporte par rapport à ce texte légal. En ce qui concerne la visite de pré-reprise, le texte légal était déjà antérieurement à la loi du 2 août 2021 existant sur cette visite de pré-reprise, puisqu'il la prévoyait déjà, tout le monde l'avait déjà pratiqué, sauf que la loi nouvelle nous dit que la durée de l'absence au travail justifiée par une incapacité résultant d'une maladie ordinaire ou d'un accident du travail supérieur à un certain temps peut donner lieu à une visite de reprise. Donc, c'est la notion de durée qui a été impactée par la loi et la loi renvoie au décret pour déterminer la durée d'arrêt qui justifie le bénéfice d'une visite de pré-reprise. Je profite également de ce rappel pour souligner le fait que la visite de pré-reprise est à l'initiative du salarié. C'est le premier concerné par l'enjeu et l'intérêt de cette visite. Donc, il peut saisir le service de santé au travail pour avoir cette visite de pré-reprise, mais on peut également trouver à l'origine de la visite de pré-reprise le médecin traitant du travailleur en arrêt de travail, les services médicaux de l'assurance maladie ou le médecin du travail, et ça, c'est une nouveauté qui est prévue par la loi du 2 août 2021 qui donne la main pour partie au médecin du travail pour pouvoir organiser de son côté et de sa propre initiative la visite de pré-reprise, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. La loi prévoit que ce médecin du travail peut prendre cette initiative dès lors que le retour du travailleur à son poste est anticipé. Même si cette formule est un peu obscure, on peut imaginer que ce que veut dire le texte, c'est que le médecin du travail peut éventuellement, y compris pendant un arrêt de travail,
être encore en contact au moins téléphonique avec les salariés qui peuvent éventuellement avoir communiqué des indications sur une fin prévue ou prévisible d'arrêt de travail, et auquel cas le médecin du travail peut enclencher le dispositif de la pré-reprise à son initiative. Mais il faudra effectivement que une information lui parvienne pour qu'il puisse le faire. C'est bien évidemment pas lui qui va faire une démarche auprès des salariés qui sont en arrêt pour vérifier ces points-là. C'est plutôt l'inverse, les salariés qui s'adressent à lui, et dans le cadre d'un échange par exemple téléphonique, effectivement, on s'aperçoit de l'intérêt de la visite de pré-reprise. L'employeur doit informer le travailleur de la possibilité qu'il a de solliciter l'organisation de l'examen de pré-reprise. Cette mesure est également en faveur de la lutte contre la désertion professionnelle, comme je le disais, en faveur du maintien dans l'emploi, puisqu'on considère que les travailleurs doivent être informés de l'ensemble des modalités et des outils à leur disposition pour garder un lien avec la médecine du travail et essayer d'anticiper au mieux leur retour au travail. L'objectif de la loi, c'est de promouvoir la visite de pré-reprise parce que, bien évidemment, elle participe du maintien dans l'emploi. C'est un outil qui est précieux à cet égard. Alors, la fameuse durée qui a été modifiée par le décret, c'est que auparavant, avant la loi, il y avait donc une durée de 3 mois qui était prévue, au-delà de laquelle on pouvait parler de visite de pré-reprise et donc solliciter cette visite. Cette durée est raccourcie puisque désormais tout arrêt de travail de plus de 30 jours peut donner lieu à une visite de pré-reprise. Alors, c'est une durée dont on pourrait discuter la pertinence, puisque on peut se demander si au bout de 30 jours, il est véritablement intéressant ou pertinent d'organiser une visite de pré-reprise, ne sachant pas combien de temps l'arrêt va durer. Mais rappelons-nous que comme en sont à l'origine, notamment le travailleur, le médecin traitant et le médecin conseil de la caisse, ce sont effectivement des instances, ou en tout cas des personnes qui sont plus informées que l'employeur, un, de la pathologie et deux, de la date prévisible du retour. Donc on imagine que la visite de pré-reprise sera maniée, on va dire, en cohérence avec les données disponibles pour anticiper au mieux le retour au travail et que ce ne soit pas fait trop tôt, auquel cas ça perd de son intérêt. La visite de pré-reprise, comme auparavant, ne peut être que le fait du médecin du travail. Donc, il y a un passage obligé par le médecin du travail, ce qui exclut, par exemple, que ce soit des infirmiers de santé-travail qui réalisent des visites de pré-reprise. Comme auparavant, toujours, l'objet de la visite de pré-reprise, comme son nom l'indique, c'est de commencer à préparer la reprise avec éventuellement des recommandations du médecin du travail en vue de proposer des aménagements, des adaptations, des préconisations de reclassement, voire peut-être même des pistes de formation professionnelle à organiser en vue de faciliter le reclassement du travailleur ou sa réorientation professionnelle. Donc tout cela se fait par le médecin du travail. Et l'issue de la visite de pré-reprise, est-ce que l'employeur en est informé? Est-ce que l'employeur peut utilement exploiter les préconisations qui sont faites par le médecin du travail? Eh bien, cela, ça dépend de la volonté du salarié, puisque le texte prévoit, et c'était déjà le cas auparavant, que le salarié peut marquer une opposition auprès du médecin du travail pour que celui-ci ne communique pas les conclusions. Bon, c'est quelque chose qui, probablement, dans la pratique, ne se produit pas souvent parce que l'enjeu de la visite et tout l'intérêt de la visite, c'est que ces conclusions soient communiquées à l'employeur pour anticiper le retour. Si on ne communique pas les conclusions, l'employeur n'en étant pas informé, l'objectif de maintien dans l'emploi n'est pas atteint, ou en tout cas, on se retrouve le jour de la reprise avec des éléments tenant aux aménagements ou au reclassement qui sont, on va dire, portés à la connaissance de l'employeur un peu tardivement et qui, par conséquent, laissent un peu moins de chance au maintien dans l'emploi de se faire de façon, on va dire, anticipée et efficiente. Voilà ce que je voulais vous rappeler sur la visite de pré-reprise, et il y aura une petite séquence questions-réponses pour qu'on puisse éventuellement répondre à vos questions complémentaires là-dessus. Mais avant de passer à ces questions-réponses, deuxième type de visite impactée
par la loi, c'est la visite de reprise. Alors, le rappel du texte légal, c'est que après un congé maternité ou une absence au travail, toujours justifiée par une incapacité résultant d'une maladie ordinaire ou d'un accident du travail, et répondant à des conditions qui sont fixées par décret, le travailleur bénéficie d'un examen de reprise. Donc ces conditions qui sont fixées par décret sont désormais connues, puisque le décret d'application dont on parle a précisé le sujet. Et dans l'idée générale, il s'agit ici, à l'inverse de ce qu'on prévoit pour la visite de pré-reprise, à savoir la promotion de la visite de pré-reprise, ici, l'objectif est inverse, c'est-à-dire de réduire le nombre de visites de reprise. Vous le savez, le nombre de médecins du travail est en chute libre, si je puis dire. En tout cas, il y a une pénurie qui est certaine et qui est répandue sur tout le territoire national, de sorte que il faut effectivement trouver des modalités et des mesures qui permettent un peu de désengorger le nombre de visites auprès de la médecine du travail au profit d'un temps consacré à la prévention primaire. Donc, l'une des idées à la fois des partenaires sociaux et du législateur, c'était d'essayer de retravailler sur les circonstances qui doivent donner lieu à visite de pré-reprise. C'est chose faite, mais dans une proportion qui sans doute peut-être pas suffisante pour atteindre complètement l'objectif, puisque pour une bonne partie des situations, on reste sur le statu quo, à savoir que la visite de reprise est toujours obligatoire après un congé maternité. Alors, dans le projet, l'avant-projet de décret, il était indiqué qu'on pouvait faire une distinction entre le congé maternité pour les salariés en CIR, suivi individuel renforcé, et pour les autres, et que seuls les premiers auraient une visite systématique à l'issue d'un congé maternité. Cela n'a finalement pas été retenu par le décret, donc si vous avez vu passer cette information et si vous l'avez vu disparaître, c'est normal. Le décret définitivement publié a abandonné cette distinction, donc finalement, statu quo, toute personne revenant de congé maternité doit avoir une visite de reprise automatique. Après une absence pour cause de maladie professionnelle, pas de changement non plus, quelle qu'en soit la durée, la visite de reprise est obligatoire. Après une absence d'au moins 30 jours pour cause d'accident du travail, pas de changement, visite de reprise obligatoire. Ce qui change, c'est seulement la mention en rouge dans le diapo. Après une absence d'au moins 60 jours, au lieu de 30 jours auparavant, pour cause de maladie ou d'accident non professionnel. Donc, dans le cas d'un arrêt maladie ordinaire, la durée est portée de 30 à 60 jours, ce qui permet de limiter le nombre de visites de reprise pour les arrêts de travail courts d'origine non professionnelle. S'agissant du délai de réalisation de la visite de reprise, pas de changement, alors qu'on aurait pu imaginer qu'il y allait avoir une petite retouche du délai de réalisation. Le décret, finalement, ne modifie pas ce point et le texte est donc inchangé. L'employeur, dès qu'il a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, saisit le service de santé au travail pour qu'il organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail. C'est le principe. Bien évidemment, ce n'est pas toujours possible que ça coïncide strictement avec le jour de la reprise effective. Dès lors, il est laissé un délai de 8 jours à compter de la reprise effective pour réaliser cette visite de reprise. Alors, je ne rentre pas dans le détail de l'impact du dépassement du délai, etc., puisque ce n'est pas vraiment l'objet de ce webinaire ce matin, mais il faut savoir effectivement qu'il est très important de respecter, en tout cas tant bien que mal, ce délai de 8 jours, parce que en cas de dépassement, l'employeur serait considéré comme en situation de manquement dans le cadre de son obligation de sécurité dite de résultat, comme vous le savez. Donc le fait de ne pas avoir passé de visite de reprise avant l'expiration du délai 8 jours n'est pas un problème puisque vous avez ce délai qui est laissé pour l'organiser. En revanche, à partir du 9e jour, il est préférable évidemment de prendre des mesures, par exemple de dispense de travail, moyennant maintien de la rémunération, le temps de réaliser cette visite, plutôt que de laisser un salarié en poste dont on ne sait pas si effectivement l'état de santé est compatible avec la reprise au poste de travail. L'objet de la visite de reprise n'a pas changé. Vérifier si le poste de travail que le salarié doit reprendre après un arrêt de travail est toujours compatible avec son état de santé, éventuellement formuler des préconisations d'aménagement
d'adaptation, de reclassement et le cas échéant, si rien n'est possible pour le maintien au poste, l'émission d'un avis d'inaptitude. Donc là-dessus, je ne m'attarde pas non plus puisqu'il n'y a pas de changement engendré par la loi du 2 août 2021 sur ce point. Petit zoom sur les modalités d'application de ces deux dispositions dans le temps, hein, puisqu'on a des durées d'arrêt de travail qui génèrent des visites de reprise qui changent avec le texte. Le décret précise que ces nouvelles dispositions entrent en vigueur, ou plutôt s'appliquent aux arrêts de travail qui commencent après le 31 mars 2022. Autrement dit, pour les arrêts qui avaient démarré auparavant, on va comptabiliser le nombre de jours justifiant l'organisation d'une visite de reprise ou permettant l'organisation d'une visite de pré-reprise selon les anciennes règles. Seuls les arrêts de travail qui ont commencé après le 31 mars 2022 sont soumis aux nouvelles règles. Je vous propose cette petite séquence échange questions-réponses sur ces 3 premiers points. Gaëlle, je vous laisse la main pour Oui. Je ne vous cache pas que les questions sont nombreuses. Oui. Alors, on va essayer de répondre au maximum. La première question concerne la fonction publique. Alors, est-ce que cette loi du 2 août concerne la fonction publique, voire la fonction publique territoriale? Alors, c'est une question qui est plus générale, effectivement, puisque la question serait, est-ce que les dispositions relatives au suivi individuel de l'état de santé s'appliquent en matière de fonction publique? Je vais vous faire une réponse de Normand, mais non pas que je veuille échapper à la question, c'est simplement que cela dépend de la catégorie de fonction publique dont on parle, puisque certaines fonctions publiques sont pour partie assujettis aux dispositions du Code du travail pour le suivi de leurs agents, d'autres n'y sont pas assujettis, mais surtout et dans tous les cas, il y a toujours une superposition des textes entre le Code du travail pour celles des dispositions qui sont applicables et les textes spécifiques à chaque fonction publique territoriale, d'État, etc. et hospitalière. Donc il y a des textes qui sont spécifiques et dans ce domaine-là, il y a une on va dire, déclinaison de la médecine du travail qui est un petit peu particulière puisqu'il y a 2 types de médecins qui sont en charge du suivi médical des agents publics et le médecin du travail en fait partie pour une partie des aspects, en tout cas, du suivi médical. Donc, j'allais dire oui, on ne peut pas considérer que cette loi n'a pas d'impact en matière de fonction publique puisque si la fonction publique est assujettie au Code du travail, elle le sera donc aussi assujettie à ce changement-là. Néanmoins, ce sont plutôt les textes propres à chaque fonction publique qui vont permettre de répondre plus précisément à la question. Merci, Maître Cohen. Quelques questions sur la visite de pré-reprise. Alors, vous avez certainement donné des réponses, mais ça va vite, hein, je pense. Les informations se succèdent rapidement. À partir de combien de jours d'arrêt un collaborateur peut demander une visite de pré-reprise? Alors, le décret d'application vient de fixer ce nombre de jours à 30 jours. Donc, le collaborateur peut demander une visite de pré-reprise à partir de l'écoulement d'un arrêt de 30 jours. Je pense que ce qu'il y a en filigrane dans la question, c'est que, et c'est une question qui m'est assez fréquemment posée, est-ce que le fait qu'il y ait ce seuil à 30 jours et qui était auparavant à 3 mois, ça ne change rien au principe de la question, interdit de demander une visite de pré-reprise avant l'écoulement du délai? Alors, j'ai tendance à dire, puisque je suis rigoriste en matière de lecture des textes, qu'il n'y a pas de place pour la visite de pré-reprise avant l'expiration du délai, puisqu'elle n'aurait pas de sens et elle en aurait d'autant moins maintenant que le délai a été raccourci, parce que ça n'aurait pas de sens de demander une visite de pré-reprise au bout de 8 jours d'arrêt de travail ou au bout de 15 jours d'arrêt de travail, s'agissant d'une visite qui a pour objectif de traiter, on va dire en cours de route d'un arrêt de travail, les éventuels aménagements à envisager dans le futur. Donc, on ne serait pas très efficace si on demandait une visite de pré-reprise avant l'écoulement du délai de 30 jours. Je vous ai fait part de ma réserve, en tout cas de mon interrogation sur la pertinence, hein, déjà, de passer de 3 mois à une durée plus courte. Donc aujourd'hui, sur le plan juridique, non, il n'y a pas de possibilité de demander une visite pour les arrêts moins longs que 30 jours. Par contre, dès l'expiration du délai de 30 jours, oui, tout un chacun, en tout cas ceux qui sont habilités à être à l'origine de la visite de pré-reprise, peuvent
déclencher cette visite de pré-reprise. Très bien, merci. Une question sur l'information de cette visite de pré-reprise. Qui doit donner l'information au salarié? Comment faire quand il est en arrêt? Est-ce qu'on doit garder la traçabilité de l'information au salarié de cette visite de pré-reprise? Alors, c'est une bonne question qui va d'ailleurs se reposer aussi lorsqu'on évoquera l'entretien de liaison, hein, puisque dans les deux cas, le texte prévoit que l'employeur doit informer le salarié de la possibilité d'avoir effectivement accès aux visites de pré-reprise. Le texte ne donne pas malheureusement de réponse, ni le texte législatif, ni les textes réglementaires, sur le formalisme que l'employeur doit retenir. Donc, en la matière, on a un principe de précaution qui est de dire effectivement qu'il faut tracer cette information, ça c'est un minimum. Ce que les employeurs souvent se demandent, c'est est-ce qu'on ne peut pas loger l'information dans un document général, une bonne fois pour toutes, où on indiquerait finalement à l'ensemble des salariés, pas individuellement mais collectivement, qu'il existe des possibilités d'accès aux médecins du travail, type visite de pré-reprise ou type rendez-vous de liaison, là pour le coup avec l'entreprise, pendant un arrêt de travail. Ça, c'est, j'allais dire, le minimum qu'il faut faire. C'est effectivement, on va dire, incontournable de faire au moins cela. Maintenant, dans l'esprit du texte, je dirais qu'il y a sans doute quelque chose de plus contraignant ou de plus fort qui pèse sur l'employeur. Et je parle ici surtout du rendez-vous de liaison, plus que de la visite de pré-reprise. Hein. Et plus, en tout cas, vous indiquez aux salariés, alors il ne s'agit pas de le répéter à longueur de journée, mais plus vous pouvez faire la preuve d'avoir donné au moins une fois l'information nominativement aux salariés en arrêt de travail, et plus on considérera que l'obligation est remplie. La question est surtout, si je ne le fais pas, qu'est-ce que je risque? Eh bien, on est aujourd'hui sur des contentieux qui sont un peu, on va dire, un peu globaux en matière de perte de chance d'être maintenu dans un emploi, perte de chance d'avoir eu effectivement des contacts permettant d'envisager une reconversion professionnelle, l'employabilité. Donc toutes ces questions-là sont aujourd'hui posées devant les juridictions et avec un certain nombre de cas dans lesquels les salariés effectivement parviennent à obtenir des dommages et intérêts parce que l'employeur aurait été défaillant dans la communication d'informations sur les possibilités justement d'être maintenu en emploi et d'être sur des outils, ou en tout cas sur des modalités qui facilitent ce maintien dans l'emploi. Donc j'allais dire qu'il n'y a pas de sanction précise attachée à cette absence d'information, mais qu'en revanche, sur le plan du préjudice subi par le salarié, il pourrait avoir effectivement une argumentation de cet ordre-là et avoir gain de cause dans le cadre de ce thème-là du maintien dans l'emploi. Merci. Question sur la visite de reprise. Alors, est-ce qu'une visite de reprise doit être organisée à la suite d'un accident de trajet? Alors, l'accident de trajet stricto sensu ne fait pas partie des situations d'arrêt qui donnent lieu à visite de reprise au titre d'un accident de travail. Je m'explique. Je vais plutôt revenir sur le slide un peu en arrière. Donc, le troisièmement, qui concerne l'absence pour cause d'accident du travail d'au moins 30 jours, ne va pas s'appliquer aux accidents de trajet. En revanche, un accident de trajet est considéré du point de vue de la sécurité sociale comme une maladie, on va dire, ordinaire, et dès lors, si le salarié est en accident de trajet qui se traduit par un arrêt, on va dire, assimilé à de la maladie d'au moins 60 jours, à ce moment-là, il y aura une visite de reprise. Donc, on applique le quatrièmement et pas le troisièmement, pour faire plus court. Merci. Petite question subsidiaire, existe-t-il une visite médicale de retour de congé parental? Non, mais à partir du moment où le congé parental, en général, suit le congé maternité, si le salarié qui a enchaîné les deux types de congés n'avait pas bénéficié de sa visite de reprise, c'est plutôt la salariée, hein, n'avait pas bénéficié d'une visite de reprise à l'issue du congé maternité, alors elle devra avoir une visite de reprise au moment de son retour de congé parental. Inversement, s'il y a eu un retour provisoire dans l'entreprise
ou un retour à temps partiel dans l'entreprise et que la visite de reprise a déjà eu lieu en son temps, il n'y a pas de nouvelle obligation à l'issue du congé parental. Merci. Il y a des questions très très spécifiques auxquelles on ne peut pas répondre là durant ce webinaire parce qu'on rentrerait dans des cas de figure trop précis. Et je m'en excuse d'avance, mais il faut qu'on continue dans le déroulé de ce webinaire. Une dernière question toutefois. Pour les personnes en mi-temps thérapeutique, alors si une personne souhaite être en mi-temps thérapeutique à l'issue de son arrêt de 30 jours, est-ce qu'il faut organiser une visite de reprise? Alors, le mi-temps thérapeutique, qui s'appelle maintenant le temps partiel thérapeutique, n'est pas très développé dans le Code du travail. C'est une notion qui est bien connue dans le Code de la sécurité sociale, mais beaucoup moins développée dans le Code du travail. Autrement dit, il n'y a pas véritablement de règles expresses à ce sujet. Néanmoins, il est évident qu'un salarié qui est en temps partiel thérapeutique aura nécessairement une visite de reprise au moment de la bascule d'un arrêt de travail vers un temps partiel thérapeutique. Ça, c'est une évidence, parce qu'il faut que le médecin du travail détermine la capacité restante, entre guillemets, du travailleur à ce moment-là et indique les aménagements qui doivent être mis en place dans le cadre de ce temps partiel thérapeutique. J'entends par là le quantum de temps de travail qui peut être effectué. Donc ça, c'est un passage obligé au démarrage du temps partiel thérapeutique, quelle que soit la durée de l'arrêt antérieurement écoulé. Au moment du retour en temps plein, la loi ne dit pas qu'il faut une visite de reprise, mais il est évident pour moi qu'il en faut une pour deux raisons. D'abord parce que le temps partiel thérapeutique est un dispositif hybride dans lequel on a une part de travail et une part d'arrêt de travail. Donc, à l'issue d'un arrêt, et on retombe sur les règles de droit commun, fut-il partiel cet arrêt, il faut une visite de reprise lorsque la durée de l'arrêt atteint les durées qui sont prévues par le décret qu'on a rappelé tout à l'heure. Mais même sans ça, je pense qu'il serait imprudent du point de vue de l'obligation de sécurité que de ne pas repasser par le médecin du travail pour vérifier la capacité du salarié à revenir à temps plein. Donc, la réponse est oui, pour ces deux raisons. Une visite de reprise au démarrage du temps partiel thérapeutique, une visite de reprise à la fin du temps partiel thérapeutique. Merci Maître Cohen, mais je vous invite à continuer votre présentation. Merci pour ces réponses. Alors, visite de fin d'exposition, rappel du texte légal. Vous la connaissez peut-être cette visite-là sous le vocable de visite de fin de carrière, et ce n'est pas différent, hein. La visite de fin de carrière et la visite de fin d'exposition, en réalité, sont aujourd'hui fusionnées dans un même texte, puisque la visite de fin de carrière qui avait été adoptée dans une loi de 2018 et avait trouvé application dans l'été 2021, le même que celui qui a vu naître la loi du 2 août 2021, a à peine eu le temps de vivre qu'elle a été ipso facto transformée en visite de fin d'exposition. Donc aujourd'hui, il y a un seul et même texte. Ne cherchez pas deux textes, il n'y en a qu'un, qui est donc l'article 46.24.2.1 qui s'affiche et qui nous dit que les travailleurs qui bénéficient d'un suivi individuel renforcé ou qui en ont bénéficié au cours de leur carrière sont examinés par le médecin du travail. Donc, vous voyez là que, encore une fois, on ne vise que le médecin du travail et pas d'autres professionnels de santé, au cours d'une visite médicale, dans les meilleurs délais, après la cessation de leur exposition à des risques particuliers pour leur santé, ou, le cas échéant, avant leur départ à la retraite. Donc, ce texte, comme je vous l'indiquais, vise deux situations: la fin d'exposition, indépendamment de tout départ à la retraite, et le départ ou la mise à la retraite en fin de carrière. L'examen a pour objet d'établir une traçabilité et un état des lieux à date des expositions auxquelles le salarié a été soumis, et ce, en vue de mettre en place une surveillance post-exposition ou post-professionnelle, le cas échéant, tout cela étant réalisé par le médecin du travail, hein, l'état des lieux des expositions, qui ensuite se met en lien, ou en tout cas oriente le salarié à se mettre en lien avec le médecin traitant pour mettre en place cette surveillance post-exposition ou post-professionnelle,
s'il y a lieu. Ça, c'est le texte légal et il est renvoyé à un décret pour les modalités d'application pratique. Que dit le décret? Donc le décret, il précise déjà les bénéficiaires de cette visite de fin d'exposition. Je l'ai dit, bénéficiaires, ce sont les salariés qui ont bénéficié au cours de leur carrière ou qui sont au moment de la fin d'exposition affectés à un poste présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ou pour celle de leurs collègues ou celle des tiers. Alors, ça vise clairement la nouvelle rubrique que vous connaissez depuis la loi El Khomri de 2016, qui est la rubrique des postes à risque particulier. Donc, lorsque les entreprises ont placé des salariés, ou plutôt des postes dans les postes à risque particulier, leurs titulaires font partie des bénéficiaires de la visite de fin d'exposition. Sauf qu'on sait très bien que cette catégorisation donc en poste à risque particulier n'existe que depuis la loi El Khomri, que depuis 2016, et on n'a pas voulu exclure les travailleurs qui, auparavant, étaient déjà exposés à des risques similaires. Donc, le deuxièmement du décret nous dit sont également bénéficiaires de ces visites de fin d'exposition les salariés qui ont été exposés à un ou plusieurs risques, tels que ceux qui figurent aujourd'hui dans le texte sur les risques particuliers, antérieurement à son adoption. Donc on vise ici les salariés qui sont exposés à l'amiante, au plomb, dans des conditions prévues par le Code du travail, assez techniques ces conditions, donc je ne m'y attarde pas, aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, aux agents biologiques des groupes 3 et 4. Là, c'est l'occasion d'illustrer le fait qu'on tombe assez rapidement dedans. Les agents biologiques de groupe 3 et 4, ça peut être tout simplement, on est agent d'entretien et on manipule des produits d'entretien. Rayonnement ionisant, risque hyperbare, risque de chute de hauteur, mais uniquement lors des opérations de montage et de démontage des échafaudages. Alors, il y a des choses qui sont un petit peu incohérentes, ou en tout cas qu'on ne trouve pas forcément pertinentes quand on les lit comme ça, et notamment le 7e, mais je n'y reviens pas non plus parce que ça fait l'objet de débats par ailleurs, sur est-ce que la liste des postes à risque particulier est bien pertinente. L'objet de notre propos aujourd'hui n'est pas celui-là, mais voilà, le texte sur la visite de fin d'exposition procède par renvoi en disant sont éligibles les salariés qui sont sur des postes à risque particulier. Voilà ce que dit le décret. Il ne faut pas oublier que sont classés dans les postes à risque particulier non seulement ces postes-là, mais également ceux que l'employeur aura étiquetés comme postes à risque particulier après consultation du CSE et du médecin du travail, enfin après avoir recueilli l'avis du médecin du travail. Donc, il y a la fameuse liste libre de risques particuliers qui peut aussi engendrer la visite de fin d'exposition. Et puis, il y a une troisième catégorie qui sont les travailleurs qui sont affectés à des habilitations particulières, soit pour procéder à des installations électriques, soit pour conduire des équipements automoteurs, etc., les caristes, etc. Donc, toute cette population-là fait partie des postes à risque particulier et donc est éligible à la visite de fin d'exposition. À quel moment est-elle organisée? Surtout, qui en est responsable? Qui prend quelle initiative? Le principe, c'est toujours, malheureusement, j'allais dire en la matière, l'employeur qui doit veiller à tout cela, c'est-à-dire, quand je dis malheureusement, c'est pas que ce ne soit pas quelque part normal, mais par contre, c'est vrai que ça fait beaucoup de choses à imaginer et à penser pour l'employeur qui, effectivement, doit être à l'origine de cette initiative. Dès que l'employeur a connaissance de la date de cessation de l'exposition des salariés à des risques particuliers pour leur santé, ou, le cas échéant, dès qu'il a connaissance du départ ou de la mise à la retraite du salarié. Et là, on comprend que ce soit lui qui fasse effectivement cette démarche, puisque, prenons le cas, par exemple, de la cessation d'exposition, un salarié qui est agent d'entretien et qui manipule des produits d'entretien va être muté sur un poste de standardiste. Eh bien, à ce moment-là, l'employeur sait qu'il va y avoir une fin d'exposition aux agents biologiques groupe 3 et 4. Il doit prendre l'initiative d'informer le service de santé au travail et d'aviser le salarié qu'il a fait cette démarche en vue de la réalisation de la visite de fin d'exposition. Et ensuite, c'est le service qui organise la visite. Si toutefois l'employeur n'a pas pris d'initiative, le texte prévoit que le salarié peut aussi être à l'origine de cette demande, à condition bien sûr de remplir les conditions d'éligibilité que nous avons rappelées précédemment. Et dans ce cas, eh bien, parallélisme des règles, le salarié informe l'employeur qu'il demande la visite auprès du service de santé au travail.
Alors, le travailleur, lui, peut le faire durant le mois qui précède la date de cessation de son exposition ou son départ, sous-entendu son départ à la retraite ou sa mise à la retraite. Donc, soit dans le mois qui précède, mais s'il ne l'a pas fait dans le mois qui précède, il a encore 6 mois après la date de cessation d'exposition pour la demander. Ça veut dire donc que ces visites vont faire partie des visites que le service de santé au travail va comptabiliser au titre de celles qui sont dans l'offre de service qui doit être effectivement délivrée au profit des adhérents. Donc, ça fait des visites en plus, hein, en clair, qui sont bien évidemment incluses dans la cotisation que les adhérents vont devoir acquitter auprès du service de santé au travail, qui aujourd'hui, ces services de santé au travail se trouvent en situation, effectivement, je vous l'ai dit, alors je ne parle pas pour eux, puisque je ne m'arrogerai pas cette prérogative, mais je suppose effectivement un petit peu sur leur faim par rapport à cette loi, puisque là où on dit depuis des années qu'il faut limiter le nombre de visites au profit d'une prévention primaire qui s'intéresserait plus à la prévention collective des risques, finalement, les lois, quand elles suppriment un certain nombre de visites de reprise, on l'a vu tout à l'heure, on passe de 30 à 60 jours pour les arrêts maladie, eh bien, rajoutent de nouvelles visites. Donc, ce n'est pas que sur le fond, ces visites ne soient pas louables, ce n'est pas qu'elles ne soient pas importantes et pertinentes, c'est simplement que mathématiquement, ça rajoute effectivement du temps de visite. Et on voit ici que, y compris après la rupture d'un contrat de travail, dans les 6 mois qui vont suivre, un ancien salarié peut revenir devant le service de santé au travail pour demander une visite de fin d'exposition. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas facile à manier, ni du côté de l'employeur, ni du côté du service de santé au travail. Alors, je vous l'ai dit, l'initiative, c'est celle de l'employeur ou du salarié, étant précisé que le service de santé au travail détermine, une fois qu'il a été saisi, si le salarié remplit les conditions pour bénéficier de la visite. Ça veut dire que le médecin du travail, concrètement, il regarde aussi les conditions d'éligibilité pour confirmer ou infirmer que le salarié concerné va avoir une visite ou n'en aura pas. Le cas échéant, donc, si les conditions sont bien remplies, le service de santé organise la visite et à l'issue de la visite, le médecin du travail établit ce fameux état des lieux des expositions du travailleur aux risques qui sont visés par la loi. Alors là, petite subtilité, puisque je vous l'ai dit, le texte pour définir les bénéficiaires de la visite de fin d'exposition renvoie au texte sur les risques particuliers. En revanche, pour l'état des lieux que le médecin du travail doit faire par rapport aux expositions qui ont été celles du salarié, va renvoyer au facteur de risque pénibilité. Donc, on a un double renvoi dans le texte. Pour savoir si un salarié est éligible, liste des postes à risque particulier. Pour le médecin du travail, il examine au-delà de la liste des risques particuliers l'ensemble des expositions aux facteurs de risque et notamment aux facteurs de risque pénibilité que j'ai rappelé dans le slide qui s'affiche. L'état des lieux est établi notamment sur la base des informations qui sont contenues dans le dossier médical santé-travail. Donc, si le médecin du travail a lui-même l'historique dans le dossier médical, très bien, il va pouvoir retracer l'exposition peut-être un peu plus facilement. En revanche, ce n'est pas toujours le cas, car la fin d'exposition intervient à un moment donné qui est à date, on va dire, pas forcément le moment auquel le médecin du travail est le même que celui qui a toujours suivi le salarié. Et donc, il y a une difficulté matérielle et importante pour les médecins du travail que de reconstruire l'historique des expositions qui ont été subies, entre guillemets, par le salarié tout au long de leur carrière, sachant qu'effectivement, ils n'ont pas forcément toutes les informations. Du coup, le texte prévoit que ce sont les travailleurs qui procèdent par voie de déclaration sur le descriptif de leur poste et de leurs emplois successifs, voire même que le médecin du travail doit se renseigner auprès des employeurs successifs. Donc, on voit là la difficulté que cela peut représenter pour le service de santé au travail de parvenir à cet historique. Et je crois que c'est aussi l'une des raisons qui explique que le texte, qui auparavant parlait d'une visite de fin de carrière, a peut-être été modifié parce qu'on s'est dit qu'attendre la fin de la carrière pour retracer l'exposition de toute une vie professionnelle était sans doute plus compliqué que de le faire à chaque fin d'exposition. C'est la raison pour laquelle le texte a évolué en ce sens.
Je voulais juste terminer sur cette visite de fin d'exposition en disant, et vous l'aurez compris, que son objectif est bien la surveillance post-professionnelle ou post-exposition. Donc là-dessus, le texte est clair. Il n'empêche qu'on ne peut s'empêcher de penser qu'elle aura aussi un intérêt capital pour les salariés qui se prévaudront effectivement d'un préjudice subi en lien, par exemple, avec une maladie professionnelle qui se déclare avec un effet différé dans le temps, en lien donc avec l'obligation de sécurité de l'entreprise. Donc le fait que cette traçabilité des expositions parvienne aux salariés à un instant T de la fin d'exposition ou de la fin de la carrière lui permet aussi de disposer de l'ensemble de la documentation, ou en tout cas d'un avis technique éclairé par le médecin du travail sur les expositions, et donc d'alimenter peut-être ce type de requêtes et de contentieux auprès des employeurs qui l'ont employé dans des conditions qui n'étaient pas forcément sécurisées. Donc ce n'est pas l'objectif affiché de la loi, mais c'est un effet collatéral de la loi, d'où l'idée de bien classer les salariés dans cette notion de poste à risque particulier, dont découle un certain nombre de droits qui, s'ils ne profitent pas aux salariés par manquement de l'employeur, pourraient bien être par la suite reprochés à l'entreprise. Pardonnez-moi. Cette visite de fin d'exposition, alors pareil, petit zoom sur comment ça s'applique dans le temps. Les dispositions du décret précisent que cela concerne les travailleurs dont la cessation d'exposition a été constatée à compter du 31 mars 2022. Donc on considère qu'il n'y a pas à faire un historique pour tout ce qui est exposition, enfin fin d'exposition survenue antérieurement au 31 mars 2022. En revanche, dès lors que la fin d'exposition survient à compter du 31 mars 2022, il s'agit bien de remonter dans le temps de l'exposition pour toute sa durée. En synthèse, tout ce que je viens de vous dire figure dans ce petit tableau que vous pourrez retrouver dans le support que je vous ai préparé et qui vous sera donc diffusé. Pardonnez-moi, je perds un peu ma voix. C'est le temps des questions-réponses, donc je vais laisser Gaëlle prendre la parole. Merci, Maître Cohen. Beaucoup de questions sur la visite de fin d'exposition, des questions auxquelles vous avez répondu au cours de votre intervention, et d'autres questions, peut-être ça fait redondance, mais c'est pas grave de le dire autrement parfois. Est-ce que un salarié qui démissionne ou bien qui est licencié, est-ce qu'un salarié qui a donc été exposé est concerné par cette visite de fin d'exposition? Alors, je m'attendais effectivement à cette question que moi-même je me suis posée à la lecture du texte. C'est vrai que le glissement de la visite de fin de carrière vers la visite de fin d'exposition a entraîné cet effet induit qui n'était pas forcément, à mon avis, dans l'esprit du législateur, à savoir que le législateur n'a pas forcément voulu créer une visite de fin de contrat, sinon ça aurait été dit de cette façon-là. Chaque salarié dont le contrat est rompu, s'il a été en cire, doit bénéficier d'une visite. Ce n'est pas de cette façon-là que le texte est écrit. Il est simplement dit qu'en cas de départ ou de mise à la retraite, il y a une visite de fin de carrière et que par ailleurs, et c'est là l'effet du texte nouveau, il y a aussi des visites de fin d'exposition. Quand je vous dis que c'était sans doute pas dans l'esprit du texte, est-ce à dire qu'il ne faut pas le faire à chaque fin de contrat? Je n'en suis pas certaine, puisque littéralement, quand on rompt un contrat avec un employeur, on est bien en situation de fin d'exposition. Donc, effectivement, si l'employeur ne prend pas d'initiative au moment de la rupture du contrat, peut-être que le salarié la prendra en considérant qu'il remplit les conditions. Et ça, aujourd'hui, malheureusement, c'est trop tôt pour dire ce que la jurisprudence en pensera. Si toutefois on imaginait de ne pas donner suite à cette demande du salarié, en considérant que ça ne s'applique pas aux fins de contrat. Quand je vous dis que je ne sais pas ce que la jurisprudence en penserait, c'est que c'est vrai que la fin d'exposition, c'est en cours de contrat, ça c'est évident, mais pourquoi pas imaginer aussi que ce soit à la fin du contrat. Et donc, on a ce flou pour l'instant qui va être comblé sans doute par la jurisprudence. À date, je dirais que si le salarié en fait la demande, je ne vois pas comment on pourrait la lui refuser, puisque la fin de contrat coïncide bien avec une fin d'exposition. En tout cas, plus exactement, on ne sait pas
si dans son nouvel emploi, déjà on ne sait pas s'il aura un nouvel emploi, et on ne sait pas si dans son nouvel emploi, il y aura une continuité de l'exposition. Donc ne le sachant pas, on doit pouvoir effectivement, à un instant T, en tout cas quand on est salarié, faire valoir qu'il y a bien une fin d'exposition, fût-elle temporaire. Et cette visite concerne également les intérimaires? Oui, tout à fait. Il n'y a pas de distinction dans le texte selon qu'on est ou qu'on n'est pas travailleur temporaire. Ok. Mais là, pour le coup, sur la fin d'exposition, c'est vrai que l'entreprise de travail temporaire qui missionne un travailleur temporaire dans une entreprise utilisatrice A et qui ensuite le missionne dans une entreprise B sur le même type de poste, prenons par exemple un cariste, s'il n'y a pas d'interruption entre les deux missions, pour le coup, on pourrait considérer qu'il n'y a pas de fin d'exposition. Mais c'est parce qu'on le sait. Alors que dans le cas d'un contrat rompu pour aller vers d'autres horizons professionnels qu'on ne connaît pas, on ne peut pas effectivement préjuger de savoir si l'exposition va se poursuivre ou si au contraire elle va être interrompue. Est-ce qu'il y a une durée minimum d'exposition Non. des CDD courts non plus, hein? Non. Okay. Est-ce que l'employeur doit encore fournir une attestation d'exposition? Alors, une attestation d'exposition, ça vise les risques chimiques particuliers, etc. La réponse est oui. J'ai vérifié ce point et il n'y a pas eu de modification sur les fiches d'exposition. Alors, on sait qu'il y a eu un moment donné dans la loi où c'était en corrélation avec tous les textes sur la pénibilité. La fiche d'exposition avait été beaucoup plus étendue que par rapport aux seuls risques chimiques, etc. Et on avait créé une fiche d'exposition, notamment à tous les facteurs de pénibilité. Elle a vécu juste quelques temps, elle a ensuite été abrogée, donc celle sur la pénibilité n'existe pas, la fiche d'exposition pénibilité n'existe plus. En revanche, la fiche d'exposition sur les risques chimiques particuliers existe toujours. Il est très important pour l'employeur de respecter ce formalisme-là, parce que là encore, je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est en lien avec les droits du salarié à la reconnaissance d'une maladie professionnelle ou à la reconnaissance d'un certain nombre de suivis post-exposition. Donc, si ce n'est pas fait, il peut en découler des préjudices. Autre question, est-ce que la visite de fin d'exposition et la visite post-professionnelle, c'est la même chose? Alors, la visite de fin d'exposition, c'est le terme consacré par la loi qui dit ensuite qu'il y a un suivi post-exposition ou post-professionnel. Ok, c'est un truc de sémantique, hein? Oui, c'est de la sémantique, mais on comprend bien pourquoi les deux termes. C'est parce que la visite de fin d'exposition, c'est en dehors d'un départ ou d'une mise à la retraite. Et la visite de fin d'exposition, il y a la fin d'exposition, excusez-moi, et il y a le post-professionnel, la visite post-professionnelle. Donc la visite de professionnel, post-professionnel, c'est juste une autre façon de formuler le fait qu'elle se fait au moment du départ ou de la mise à la retraite. Donc c'est plutôt le suivi post-exposition, suivi post-professionnel qu'il faut nuancer. Dans l'appellation, la visite de fin d'exposition me semble correspondre à l'ensemble des situations, que ce soit fin d'exposition ou départ ou mise à la retraite. Autre question, merci. Une exposition antérieure dans une autre entreprise qui daterait de plus de 6 mois ne doit pas générer une visite de fin d'exposition par le nouvel employeur lors d'un départ en retraite, par exemple? Alors oui, c'est bien la problématique, c'est qu'effectivement, on nous dit que tous les salariés dont la fin d'exposition se situe à compter du 31 mars 2022 doivent pouvoir bénéficier d'une visite de fin d'exposition, y compris si l'exposition avait démarré antérieurement chez un autre employeur. Allez, dernière question sur le sujet. Le salarié est en congé avant la date effective du départ en retraite. Alors, quand organiser la visite? Pendant les congés, avant les congés, après les congés? Donc là, on est sur l'hypothèse du départ ou de la mise à la retraite, Ouais, c'est ça? oui, c'est ça. Ouais. Alors, le départ ou la mise à la retraite, il y a en principe un préavis. Hein, donc, je situerai la visite
fin de carrière, appelons-la comme ça pour les besoins de la cause, pendant le temps du préavis. Si le salarié n'est pas là pour exécuter le préavis, pour des raisons X, Y, à ce moment-là, oui, on peut l'envisager à tout moment le plus proche, puisque le texte dit la visite est organisée dans les meilleurs délais, hein, donc à tout moment, le plus proche possible de la fin d'exposition pour que la visite puisse se réaliser très, très rapidement. Le but étant que le salarié bénéficie d'un suivi post-professionnel s'il y a lieu. Il est donc important de la faire dans la foulée de la cessation d'exposition. Après, rappelons, mais c'est un principe général, hein, que si l'employeur saisit le service, que le service propose une date de visite et que le salarié ne vient pas, l'employeur aura bien réalisé son obligation. Si le salarié ne vient pas parce qu'il considère qu'il ne veut pas se déplacer pendant une période de suspension de contrat, à l'impossible, nul n'est tenu. On ne va pas aller le chercher manu militari. Donc rappelons bien, puisque je crois que la majorité de nos auditeurs aujourd'hui sont des employeurs, que leur obligation, c'est de tracer formellement qu'ils ont saisi le service de santé au travail. Donc, j'en profite au passage pour dire que toutes ces demandes de visite doivent être formalisées au minimum par des mails, en tout cas par des éléments écrits, parce que un simple coup de fil au service de santé au travail, c'est vrai que c'est plus agréable. C'est aujourd'hui un relationnel qui est très précieux, hein, celui du relationnel direct avec les services de santé au travail, sauf que si vous faites une demande simplement verbale par téléphone et que le salarié, après coup, vous reproche de ne pas avoir eu de visite, ça sera difficile pour un employeur d'établir la réalité de l'obligation. Très bien. Maître Cohen, je vous propose de continuer votre intervention. Merci. Alors, quelques mots rapides sur des dispositifs un peu remaniés par la loi du 2 août 2021. La convention de rééducation professionnelle. Qu'est-ce et qu'est-ce que la loi a changé à cet égard? Très rapidement, je vous rappelle que le dispositif dit de convention de rééducation professionnelle en entreprise était déjà dans le Code du travail, mais dans un chapitre qui concernait les travailleurs en situation de handicap. Et cela leur permettait, cette convention de rééducation professionnelle, de se réaccoutumer à leur profession ou de changer de métier, soit au sein de leur entreprise d'origine, soit au sein d'une autre entreprise. Donc un dispositif qui était manifestement prévu pour le maintien dans l'emploi ou la réinsertion professionnelle des travailleurs en situation de handicap. Aujourd'hui, la loi étend le champ d'application de cette disposition en ouvrant le bénéfice de la convention de rééducation professionnelle aux travailleurs qui, sans être sous le statut de travailleur handicapé, sont déclarés inaptes par le médecin du travail ou pour lesquels le médecin a identifié pendant un arrêt de travail un risque d'inaptitude. Notamment à l'occasion de la visite de pré-reprise, il pourrait y avoir une indication allant dans le sens d'un risque d'inaptitude au moment du retour à l'emploi. Dans ces deux situations, le texte prévoit que les salariés peuvent désormais bénéficier de cette convention de rééducation professionnelle. Ce que dit le décret, c'est la façon dont on conclut cette convention et quelles sont du coup les obligations à la charge de l'entreprise. Alors, la convention, c'est une convention d'une durée maximale de 18 mois, qui peut effectivement, cette durée varier entre 1 et 18 mois donc. Et pendant ce temps, le salarié continue à bénéficier des indemnités journalières de sécurité sociale, ainsi que d'un complément de rémunération de l'employeur qui équivaut à son ancien salaire avant l'arrêt de travail. Cela permet donc aux salariés de se réinsérer, on va dire, progressivement et peut-être sur un autre type d'emploi en bénéficiant de ces modalités de rémunération avantageuses, et ce, que ce soit dans son entreprise d'origine ou dans une autre entreprise. Si c'est dans une autre entreprise, c'est bien sûr l'employeur qui est redevable de l'ensemble des compléments de salaire qui sont prévus par le texte et qui peut, cet employeur, les refacturer à l'entreprise d'accueil, évidemment dans le respect de la stricte refacturation de la rémunération et des charges que cela représente. Voilà, je n'en dis pas plus sur la convention de rééducation professionnelle, mais je voulais simplement faire état de ce changement et de cet élargissement. Si peut-être ce qu'on peut dire, c'est que je comprends bien
comment ça s'applique au cas des salariés pour lesquels le médecin prévoit un risque éventuel d'inaptitude. Parce que là, le salarié il est en arrêt de travail, on interrompt l'arrêt de travail, on conclut cette convention. Pendant l'arrêt, il fait cette convention et ensuite, on décide si oui ou non il est inapte. Par contre, pour les travailleurs qui sont déclarés inaptes d'ores et déjà, c'est vrai que ce que le texte ne dit pas, c'est comment s'articule la convention de rééducation professionnelle dont on a dit qu'elle pouvait durer 18 mois avec le fameux délai d'1 mois à l'issue duquel la reprise du versement du salaire doit intervenir de la part de l'employeur ou à l'issue duquel le salarié doit être reclassé ou licencié. Cette articulation entre les deux dispositions n'a pas été prévue par le Code du travail. Je pense que c'est un oubli et que ça nous donnera de belles occasions d'analyser la difficulté technique de combiner ces deux socles de règles-là. Je voulais vous en parler juste pour mémoire. Il est vrai que les conventions de rééducation professionnelle n'ont jamais été très répandues auparavant et probablement elles ne le seront pas non plus maintenant, mais sachez qu'en tout cas, c'est un dispositif qui est ouvert et que les salariés peuvent éventuellement revendiquer. Sur la visite de mi-carrière, alors là, il n'y avait pas d'annonce de décret d'application. Par contre, on est dans une période où il faut que les entreprises vérifient les accords de branche. Pourquoi? Parce que la visite de mi-carrière, qui est elle aussi une nouvelle visite qui a été instaurée par le texte, nous dit que cette visite de mi-carrière est organisée soit à une échéance déterminée par accord de branche, c'est le principe, soit à titre supplétif durant l'année civile du 45e anniversaire. Donc, surveillez bien, vous qui êtes aux commandes d'entreprise ou de services RH, etc., tous vos accords de branche, parce que c'est l'accord de branche qui, effectivement, identifie le moment de réalisation de cette visite de mi-carrière. Si l'accord est silencieux, à ce moment-là, on est bien dans le dispositif supplétif. Alors, pourquoi cette nouvelle visite? Visite de mi-carrière pour recenser les risques auxquels a été soumis le salarié et vérifier qu'il est toujours, ce salarié, en tout cas son état de santé, en adéquation avec le poste qu'il occupe. Évaluer les risques des insertions professionnelles avec la progression dans l'âge et dans la carrière. On veut être vigilant sur l'adéquation entre le poste occupé et la personne. Et le cas échéant, bien sûr, toujours mettre en place des aménagements correspondants tels que préconisés par le médecin du travail. Ce dispositif, là encore, laisse un peu perplexe et je me permets de relayer les échanges que j'ai pu avoir avec certains médecins. Les médecins du travail qui disent que c'est de toute façon quelque chose qu'on faisait lors des visites périodiques quand approchait effectivement cette mi-carrière pour chaque salarié. Donc, n'est-ce pas un petit peu redondant de prévoir une visite de mi-carrière là où la périodique pouvait avoir effectivement cet objet? Alors, je réponds que peut-être il y a une explication, c'est que, vous le savez, depuis la création de la dichotomie entre les salariés qui sont en suivi renforcé et les autres, eh bien, les autres ne bénéficient pas forcément de visite médicale. Potentiellement, un salarié qui est en suivi simple peut ne plus jamais voir le médecin du travail, sauf orientation bien sûr par un professionnel de santé, mais dans l'absolu, un salarié qui est en suivi simple pourrait tous les 5 ans voir un professionnel de santé, mais sans forcément avoir de visite médicale stricto sensu. Eh bien, avec cette disposition-là, on garantit que quel que soit le classement du salarié, CIR ou non CIR, il aura une visite médicale avec le médecin du travail, puisque seul lui est habilité à réaliser la visite de mi-carrière, à l'instant de cette mi-carrière. Alors, quand je dis seul le médecin du travail, en réalité, il y a une petite nuance dans le texte, puisque les infirmiers de santé-travail, en pratique avancée, pourront aussi, lorsqu'ils auront franchi toutes les étapes de la formation qui permettra de leur conférer ce statut d'infirmier en pratique avancée, réaliser cette visite de mi-carrière. Mais pour l'instant, seul le médecin du travail est l'auteur de la visite de mi-carrière. On doit aussi relever quelque chose qui est intéressant, c'est que la loi a quand même veillé à une certaine cohérence et considéré que si le médecin du travail a programmé une visite dans les 2 ans avant l'échéance prévue, soit par l'accord de branche, soit par le 45e anniversaire,
alors c'est vrai qu'il est intéressant de coupler les 2 visites pour éviter de réaliser 2 entretiens à des moments séparés. Donc, on peut cumuler les visites à ce moment-là, mais il faut bien les formaliser de façon distincte. Une visite de mi-carrière d'un côté, une visite périodique de l'autre, et ça ne peut pas être anticipé de plus de 2 ans par rapport à l'échéance normale. Enfin, une petite particularité, le texte de loi nous dit que dans les entreprises d'au moins 250 salariés, dans lesquelles il existe par définition des référents handicap, puisque c'est le seuil qui est prévu pour l'obligation du référent handicap, le salarié peut demander sa participation. Alors ça interpelle beaucoup les médecins qui disent comment peut-on admettre un tiers pendant un examen médical compte tenu de l'ensemble des règles déontologiques et qui entourent le secret médical. Une précision est apparue sur le site du ministère pour répondre à cette question. Cette précision dit que le référent handicap est informé par l'employeur de l'organisation de la visite de mi-carrière et peut y assister, sous réserve bien sûr de l'acceptation du salarié, ça c'est la condition sine qua non, mais que même avec l'accord du salarié, il ne pourra pas assister à l'entretien médical et à l'examen médical, mais seulement aux échanges qui vont concerner les éventuelles mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation de son poste de travail. Y a-t-il des questions sur ces 2 points? Tout à fait. Si l'entreprise vient d'embaucher un salarié qui a 46 ans, voire un peu plus, est-ce qu'elle doit organiser cette visite de mi-carrière? Alors, la visite de mi-carrière ne se régularise pas a posteriori. Donc, en tout cas, c'est ma lecture. Sur ce point, il n'y a pas vraiment de disposition expresse dans le texte de loi. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de décret d'application sur cette visite de mi-carrière. Donc, on n'a que le texte de loi. Donc, le texte de loi nous dit la loi entre en vigueur, sauf dispositions différentes, au 31 mars 2022. Donc, ne sont concernés que les salariés qui franchissent l'année de leur 45e anniversaire à partir du 31 mars 2022, pas les autres. Donc, non, pas de rétroactivité de la loi sur ce point. Eh bien, c'était la principale question sur ce sujet. Parfait. On avance parce qu'il reste encore pas mal de choses à voir et le temps passe, donc je me permets d'aller peut-être un petit peu plus vite sur les autres thèmes. Un autre décret du 16 mars 2022 relatif à l'essai encadré, au rendez-vous de liaison et au projet de transition professionnelle. Évidemment, le thème qui va le plus nous intéresser, c'est le rendez-vous de liaison, et je dirais quelques mots du reste. Rendez-vous de liaison, qu'est-ce? En cas de longue maladie, dit le texte, le salarié peut avoir un rendez-vous de liaison. Sauf que longue maladie, c'est traduit par le décret comme une durée d'arrêt de plus de 30 jours. Donc, la longueur de la maladie est toute relative. À partir, en tout cas, de l'écoulement d'un délai de 30 jours, le salarié peut avoir droit, entre guillemets, à un rendez-vous de liaison. Plus exactement, il est indiqué que l'employeur doit informer le salarié de cette possibilité qu'il a de suivre un rendez-vous de liaison, sachant que l'initiative peut venir de l'employeur ou du salarié. L'employeur de son propre chef pourrait dire « Moi, j'organise systématiquement un rendez-vous de liaison au 31e jour d'arrêt de travail ou un peu plus tard. En tout cas, je mets une alerte dans mes dossiers salariés au moment du 30e jour pour organiser un rendez-vous de liaison. J'invite le salarié, il vient pas, mais en tout cas, moi, je réalise cette démarche. Autre possibilité, l'employeur ne prend pas l'initiative de la démarche. En revanche, il est obligé d'informer le salarié qu'il a la possibilité d'avoir ce rendez-vous de liaison. Et de son côté, le salarié peut, de son propre chef, solliciter ce rendez-vous de liaison. Alors, pour prendre un peu de hauteur sur ce rendez-vous, l'idée, c'était un peu de mettre fin à un débat qui existait, plus d'ailleurs dans les faits qu'en droit, les employeurs craignant d'intervenir auprès des salariés pendant les arrêts de travail. Les salariés, eux, étant en suspension de contrat de travail, ne communiquaient pas nécessairement avec l'employeur. Alors, dans le premier cas, l'employeur, il pensait que c'était presque même interdit que de déranger le salarié. Le salarié, lui, de son côté, se sentait peut-être pas tout à fait à l'aise pour intervenir auprès de son employeur alors qu'il était toujours en arrêt de travail. Donc, on fait tomber un peu les barrières et on dit c'est une pratique qui est saine que de faire se rencontrer
l'employeur et le salarié, y compris pendant un arrêt de travail. Alors, il ne s'agit pas évidemment de dévoiler des éléments sur la pathologie. Le salarié est tout à fait libre de garder son état de santé secret. Il est même tout à fait libre de ne pas venir. Mais en tout cas, s'il veut venir pour qu'on puisse discuter de son retour à l'emploi, d'actions éventuelles, de prévention de la désinsertion professionnelle, d'aménagement de poste, si on veut à ce moment-là susciter un examen de pré-reprise ou discuter avec le service de prévention santé-travail d'un éventuel retour, tout ça est l'objet même de ce rendez-vous de liaison qui, effectivement, a des vertus, je trouve, de ce point de vue-là. L'idée étant que, bien sûr, le salarié ne peut pas subir aucune conséquence pour avoir refusé le rendez-vous de liaison. Ce n'est pas un rendez-vous de contrôle de la véracité ou du bien fondé de l'arrêt de travail. On n'est pas du tout dans ce registre-là. En tout cas, ce n'est pas l'objectif affiché de la loi. L'objectif, c'est de contribuer au maintien dans l'emploi. Comme pour la visite de mi-carrière, dans les entreprises d'au moins 250 salariés, le référent handicap peut participer à la demande du salarié à ce rendez-vous de liaison. Quelle est la place des services de santé au travail? Ça vient d'être précisé dans un décret du 26 avril 2022, dans lequel on nous dit que les personnels des services de prévention santé-travail, donc c'est beaucoup plus large que le médecin du travail en personne, ça peut être un infirmier de santé-travail, ça peut être un préventeur, ça peut être un ergonome. En tout cas, les ressources du service de prévention santé-travail sont là pour effectivement, éventuellement, participer. Donc, on voit que c'est en tant que de besoin qu'ils participent. Donc, il n'y a pas d'obligation de les associer. Il y a simplement une possibilité de les associer. Donc, ça va dépendre, évidemment, des cas de figure. Et là, il faut rentrer dans une analyse un peu factuelle pour savoir comment on gère cette disposition-là. Mais en tout cas, il n'y a pas d'automaticité. Et j'allais dire que c'est aussi un principe de réalité qui a conduit à cela. C'est qu'il est bien évident que les médecins du travail ne vont pas pouvoir être là à tous les rendez-vous de liaison et qu'il va falloir soit qu'ils délèguent cette tâche, soit qu'on considère, l'employeur comme le service ou comme le salarié, que ce n'est peut-être pas nécessaire que le médecin du travail soit là. À l'occasion de ce décret sur la précision en matière de SPST, il est précisé aussi que, et c'est curieux, ça se situe dans le chapitre rendez-vous de liaison, qu'il y a une modification apportée aux visites à la demande. Les salariés qui peuvent formuler une visite auprès du médecin du travail à la demande, on nous dit aujourd'hui qu'ils peuvent également les formuler, non pas seulement auprès du médecin du travail, mais demander à être vu par un autre professionnel de santé, notamment un infirmier de santé-travail, par exemple. Donc ça, c'est le choix du travailleur qui peut dire soit je veux être vu par le médecin, soit je veux être vu par un infirmier ou tout autre professionnel qui peut réaliser une visite d'information et de prévention dans les conditions prévues par la loi. Donc c'est une petite modification que je souligne au passage parce qu'elle figure dans le décret et qu'elle est sans doute passée relativement inaperçue, le décret au demeurant étant tout frais. On n'a pas forcément eu le temps encore de digérer toutes ces dispositions. Donc voilà sur le rendez-vous de liaison. Moi je pense que s'il faut retenir une chose, c'est que l'employeur, il a vraiment un formalisme là encore à mettre en place pour démontrer qu'il a informé le salarié. Et c'est là où je vous disais tout à l'heure, quand on parlait de y a-t-il ou n'y a-t-il pas d'obligation d'information sur la visite de pré-reprise, il y a une information dans les deux cas, mais j'allais dire que pour ce rendez-vous de liaison, l'information est encore plus individuelle, puisque le texte nous dit que l'employeur doit informer le salarié de sa possibilité d'obtenir un rendez-vous de liaison. Donc c'est vraiment nominatif, à mon avis, et non pas une simple information collective. Alors, si vous avez déjà fait l'information collective, c'est déjà bien, mais je pense qu'il faut vraiment renforcer le formalisme. Alors, est-ce qu'il va falloir le faire de façon ponctuelle tout au long d'un arrêt de travail? Non, une seule fois suffira, mais par contre, il faut bien cibler le salarié qui est en arrêt pour lui dire « je vous rappelle que dans le cadre de votre arrêt de travail, vous avez cette possibilité de nous contacter pour un rendez-vous de liaison et de bénéficier d'une visite de pré-reprise, disons-le dans le même temps, et rappelons-lui les durées qui sont effectivement prévues pour pouvoir bénéficier de ces dispositifs. Des questions? Oui, des questions notamment sur la différence entre la visite de pré-reprise et le rendez-vous de liaison. Pas très clair. Alors, la différence, elle est pourtant effectivement réelle dans le code et
après explication peut-être plus facile à cerner. La visite de pré-reprise, c'est vraiment une visite que le salarié demande au service de santé au travail. L'employeur n'intervient pas dans la visite de pré-reprise, si ce n'est pour informer le salarié de cette possibilité qu'il a. Mais l'employeur ne saisit pas le service de santé au travail d'une visite de pré-reprise. Le salarié le fait, ou le médecin traitant, ou le médecin conseil de la caisse. Et désormais aussi le médecin du travail. Donc ça, c'est pour la visite de pré-reprise, et c'est vraiment une visite médicale, c'est-à-dire que le médecin du travail examine le salarié, examine son état de santé, et formule éventuellement en conséquence des préconisations qui, je vous le rappelle, sauf opposition du salarié, sont communiquées à l'employeur en vue d'anticiper le retour à l'emploi. Ça, c'est une chose. Le rendez-vous de liaison, c'est quelque chose qui incombe à l'employeur, c'est-à-dire que l'employeur reçoit le salarié, c'est lui, et c'est dans les locaux de l'entreprise qu'il y a un entretien sur, alors non pas l'état de santé, c'est interdit de recueillir des données sur l'état de santé, mais par contre, il y a un entretien sur la durée prévisible de l'arrêt, les éventuelles demandes que pourrait faire le salarié par rapport à son retour à l'emploi. Est-ce qu'il veut un temps partiel thérapeutique? Est-ce qu'il n'en veut pas? Est-ce qu'il y a des aménagements à prévoir? Donc tout ça, ce sont des questionnements qu'on peut poser. Alors, les employeurs qui nous écoutent vont dire, c'est un peu à double tranchant parce que j'ouvre la boîte de Pandore à ce moment-là pour qu'on me demande des tas et des tas d'aménagements que j'aurai beaucoup de difficultés à réaliser. Et vous aurez raison. Effectivement, c'est un peu à double tranchant, en ce sens que si on ouvre la discussion, on risque bien effectivement d'avoir des demandes en retour. Sauf que l'obligation, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas de prendre automatiquement l'initiative du rendez-vous de liaison. L'obligation, c'est d'informer le salarié qu'il peut exister un rendez-vous de liaison à sa demande. Les entreprises qui veulent être plus volontaristes en matière de maintien dans l'emploi peuvent systématiser le rendez-vous de liaison, mais elles n'y sont pas obligées. La seule obligation, c'est d'informer le salarié de cette possibilité. Donc, ça va forcément limiter le nombre de cas si vous appréhendez le texte de cette façon-là, parce que je pense, sans trop me tromper, que les salariés n'auront pas forcément, en tout cas pas dans tous les cas, le souhait de rencontrer l'employeur pendant un arrêt de travail. Est-ce que vous pouvez rappeler, Maître Cohen, à ce rendez-vous de liaison, qui peut venir avec le salarié? Est-ce qu'il peut y avoir un représentant du personnel? Alors, ce n'est pas expressément prévu par le texte. En revanche, le rendez-vous de liaison est un temps d'échange organisé par l'employeur avec toute personne qui pourrait avoir un éclairage intéressant à apporter dans le cadre du maintien dans l'emploi. Il y a certaines entreprises qui pratiquaient d'ailleurs ces rendez-vous, alors qu'ils ne s'appelaient pas comme ça, mais en tout cas des moments d'entretien avec le salarié, y compris pendant les arrêts de travail, et qui s'entourent à ce moment-là d'une équipe de préventeurs ou de la RH ou de toute une série de personnes qui peuvent effectivement contribuer à imaginer des solutions d'adaptation, d'aménagement. Donc, ça peut être effectivement aussi les représentants du personnel, mais ce n'est pas un entretien, ce n'est pas une convocation à un entretien, c'est une invitation à venir discuter sur l'anticipation du retour à l'emploi. On rappelle, cet entretien ce rendez-vous de liaison a lieu dans les locaux de l'entreprise. Oui, tout à fait. Ouais, il peut avoir lieu par visio, par exemple, si l'entreprise est éloignée. Oui, pourquoi pas. Est-ce qu'on peut juste rappeler à partir de quand s'applique ce rendez-vous de liaison? Est-ce que c'est pour les arrêts antérieurs ou postérieurs au 31 mars? Alors, pour le rendez-vous de liaison, on n'a pas d'indication expresse, mais là encore, c'est une disposition qui est entrée en vigueur le 31 mars 2022. Donc, à partir du moment où l'arrêt a débuté, à partir du 31 mars 2022, il est possible de le faire. J'allais dire que là, il y a moins d'enjeux. Si vous voulez le faire pour les arrêts qui sont à cheval, on va dire, avant le 31 mars et après le 31 mars, il n'y a évidemment pas de contre-indication parce que c'est du plus par rapport à la loi et au fait de ne pas avoir de rendez-vous de liaison du tout. Donc, et à l'inverse, le fait de ne pas l'organiser, je vous l'ai dit, n'est pas un problème. Ce qui est un problème, c'est de ne pas informer. Donc, il est certain que tous les salariés qui sont en arrêt de travail à partir du 31 mars doivent avoir l'information. Si on veut être encore plus prudent, on donne l'information à ceux qui étaient déjà en arrêt de travail avant, dès lors que l'arrêt de travail excède 30 jours. Le salarié n'a pas obligation à se présenter à ce rendez-vous de liaison. Non, il n'a pas d'obligation, et le texte dit d'ailleurs expressément qu'il ne peut pas subir de conséquences quelconques pour ne s'être pas présenté.
Donc, on ne peut pas lui dire tant pis pour vous, si vous vouliez un reclassement, il fallait venir. On ne peut pas lui dire tant pis pour vous, on avait un beau poste d'aménagement à vous proposer, mais comme vous n'êtes pas venu, on ne vous le proposera pas. Non, ça ne diminue pas l'obligation de l'employeur de traiter au moment du retour, comme il se doit, le réaménagement du poste ou le reclassement ou le licenciement pour inaptitude. Ça ne change pas cela. Simplement, ça augmente les chances de succès d'un employeur qui serait dans un contentieux, à qui il serait fait grief de n'avoir pas suffisamment anticipé le maintien dans l'emploi, le retour à l'emploi. L'enjeu des procès de demain, c'est ça, hein, c'est que tous les salariés qui sont laissés un peu, entre guillemets, à l'abandon ou dans les placards, comme on peut dire familièrement, pendant toute une longue période et dont on ne se préoccupe pas du sort avant la fin de l'arrêt de travail, et pour qui donc, puisqu'on ne s'est pas préoccupé de tout cela avant, c'est difficile de trouver un reclassement au moment du retour, eh bien l'enjeu, c'est dans les procès et surtout dans les grands groupes, hein, dans le cadre des reclassements, ce sera un indice, c'est-à-dire qu'on considérera que l'employeur qui a fait un rendez-vous de liaison, il était forcément plus impliqué dans le maintien dans l'emploi que l'employeur qui ne fait rien. Et après, il y a aussi la simple non-information du salarié qui pourrait être en soi un élément de préjudice pour le salarié. Les congés maternité sont concernés par ce rendez-vous de liaison? Ce sont tous les arrêts, alors les arrêts de travail concernés, non, je pense plutôt que ce sont les arrêts maladie uniquement ou les arrêts pour accident de travail ou maladie professionnelle. Ils ne sont pas visés les congés maternité, ce qui n'aurait pas de sens d'ailleurs. Hein. Eh bien, merci. Je vous propose de continuer votre présentation. Merci. Très bien. Donc, je vous annonce peut-être qu'on va déborder un tout petit peu. Gaëlle, vous aviez dit fin prévisible à 11h30. Je savais bien qu'on allait déborder. Donc, je vous mets à l'aise hein, pour les personnes qui doivent malheureusement pour d'autres contraintes nous quitter. Merci de votre attention jusqu'à ce moment précis. Mais par contre, restez avec nous si vous le pouvez parce qu'on a encore des choses effectivement intéressantes à développer, notamment concernant la prévention en entreprise. Donc, la prévention en entreprise, donc là, on est sur les mesures qui vont vraiment concerner l'employeur en matière de prévention primaire et notamment, ça ne vous a pas échappé, le document unique d'évaluation des risques fait l'objet d'une attention particulière, aussi bien des partenaires sociaux dans l'accord national interprofessionnel que dans la loi du 2 août 2021. Alors, ce document unique d'évaluation des risques, il n'est pas créé par la loi du 2 août, il existait bien évidemment depuis un certain temps, 2012 pour être exact, mais curieusement, il avait été logé dans la partie réglementaire du Code du travail et pas dans la partie législative. Vous allez me dire, tout ça, c'est du blabla, c'est un peu symbolique et vous aurez raison, sauf que symboliquement, le fait de transférer la partie des dispositions qui concernent le document unique de la partie réglementaire du Code du travail à la partie législative donne l'importance de ce document, redonne en tout cas à ce document son importance, et puis aussi dans le temps fait que la modification des dispositions sur le document unique passeront par des modalités législatives, alors qu'un décret, ça peut se modifier un peu plus facilement. Donc aujourd'hui, on a vraiment une volonté d'aller vers un socle de règles intangibles pour renforcer le document unique d'évaluation des risques. Ça, c'est le symbole. Et puis, au-delà du symbole, dans le contenu, il y a des modifications, puisque le document unique d'évaluation des risques, nous dit-on, doit, alors comme auparavant, répertorier l'ensemble des risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs, mais y est expressément ajoutée la notion de risque lié à l'organisation du travail. Donc, on élargit le champ et le spectre de l'évaluation des risques avec ces nouveaux termes. Bien sûr, l'idée, c'est d'assurer la traçabilité collective des expositions et on verra qu'il y a un élément nouveau qui est assez contraignant et qui est assez fort, c'est la durée de conservation du document unique qui est aujourd'hui de 40 ans. Alors, avant d'aller vers cette durée de conservation et vers les modalités de communication aux différents acteurs concernés par le document unique d'évaluation des risques, voyons comment il s'élabore. Alors, on nous dit premièrement que participe à l'évaluation des risques le CSE et la Commission santé-sécurité lorsqu'elles existent. Plus exactement, les termes employés sont le CSE et la Commission santé apportent leur contribution à l'évaluation des risques. Donc, on voit bien qu'il faut associer les partenaires sociaux, en tout cas
CSE, CSSCT quand elle existe, à l'évaluation des risques. Et ensuite, on verra que ce même CSE doit être consulté sur la transcription de cette évaluation dans le document unique d'évaluation des risques. Vous voyez qu'il y a 2 étapes. Il y a l'évaluation que l'on fait des risques, et puis il y a la transcription dans le document qui fait l'objet d'une consultation du CSE. Participent également à cette évaluation des risques les salariés préventeurs, désignés dans l'entreprise le cas échéant, le SPST, donc on retrouve ici le rôle du service de prévention santé-travail qui va aider les adhérents à réaliser leur évaluation des risques, avec des curseurs qui sont plus ou moins importants selon la taille de l'entreprise, selon les ressources disponibles au niveau du SPST, selon les sollicitations de l'adhérent auprès du SPST. En tout cas, je sais que les SPST s'attachent et ont à cœur de se mettre effectivement en ordre de marche sur un thème qu'elles avaient déjà précédemment bien intégré dans leur offre de service, qui était déjà quelque chose que les médecins du travail et toute l'équipe pluridisciplinaire faisaient, mais a fortiori depuis la loi, effectivement, l'idée c'est de renforcer l'aide qui est offerte par les SPST à l'employeur. Alors il ne s'agit pas pour les SPST de se substituer à l'employeur, bien sûr que non, c'est bien sur l'employeur que pèse l'initiative et deux, le contenu. Simplement, l'employeur peut s'aider d'experts, de sachants, et parmi ces experts et ces sachants, il y a bien évidemment le SPST. Et d'autres intervenants à côté peuvent intervenir, les DRETS, les caisses de sécurité sociale ou l'ANACT. Donc tout ça, c'est la participation à l'évaluation. Et ensuite, ce que dit la loi, c'est que une fois cette évaluation des risques réalisée, le CSE doit être informé et consulté sur le document unique et sur ses mises à jour. Alors, comment ça s'applique concrètement? La loi, elle entre en vigueur au 31 mars 2022. Ça veut dire que pour toutes les mises à jour de documents qui sont postérieures à cette date, il faut organiser l'information consultation. Pour ce qui est des anciens documents uniques, entre guillemets, s'ils ne sont pas modifiés, il ne faut pas tous les soumettre à la consultation. Simplement, à l'occasion des mises à jour, telles qu'elles auront lieu dans les mois qui viennent, une consultation devra être réalisée sur les points de mise à jour. Et comme auparavant, il y a aussi une corrélation entre le document unique et le programme annuel de prévention. On va voir dans quelle mesure juste après. Alors justement, le document unique d'évaluation des risques, une fois qu'il est établi, il débouche sur un programme annuel de prévention. Distinction selon la taille de l'entreprise. Pour les entreprises d'au moins 50 salariés, c'est un programme annuel de prévention, j'allais dire, bien étoffé par la loi du 2 août 2021, bien renforcé, puisqu'il faut prévoir les mesures de prévention qu'on a isolées comme étant les meilleures pour prévenir les risques qu'on a évalués, les conditions d'exécution de chaque mesure, les indicateurs de résultats et l'estimation de leurs coûts, le calendrier de mise en œuvre. Donc, vous voyez, c'est vraiment un plan d'action très concret en matière de prévention et de mesures associées. Identifier les ressources que l'entreprise peut être en mesure de mobiliser en ce sens, c'est aussi un item obligatoire du programme annuel de prévention. Dans les entreprises d'au moins 50 salariés toujours, qu'est-ce qu'on fait de ce programme annuel de prévention? Eh bien, on le présente au CSE lors de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, qui, vous le savez, est une des consultations récurrentes du CSE sur la politique sociale. Et à l'intérieur de cette consultation sur la politique sociale, on va greffer le programme annuel de prévention des risques. Voilà pour les plus de 50, et pour les moins de 50, c'est un petit peu allégé, puisque du document unique d'évaluation des risques, qui, je vous le rappelle, est applicable dès le premier salarié, il n'y a pas de seuil d'effectif pour établir le document unique d'évaluation des risques. En revanche, pour les moins de 50, la définition des actions de prévention à mettre en œuvre en corrélation avec le document unique d'évaluation des risques n'est pas aussi formalisée que dans les plus de 50. Il faut les consigner dans le document unique et mettre à jour le document unique régulièrement en présentant les actions au CSE, mais sans pour autant organiser une information consultation. Donc voilà le cheminement, on va dire, de tout cela. On réalise l'évaluation, on la transcrit dans un document et on en fait découler un programme annuel de prévention. Je ne me suis pas attardée sur la notion d'information consultation du CSE
sur les mises à jour du document unique, mais il faut savoir qu'il y a un débat juridique puisque il faut bien déterminer le niveau auquel on va consulter lorsqu'on est dans une entreprise à établissement multiple. Parce qu'effectivement, le texte dit on consulte le CSE, mais on ne dit pas à quel niveau. Est-ce que c'est le CSE d'établissement? Est-ce que c'est le CSE central? Et si on veut être jusqu'au boutiste, on peut aussi se demander si on peut dissocier la consultation du CSE sur le document unique d'évaluation des risques de la consultation sur la politique sociale qui, elle, peut éventuellement par accord être aménagée au niveau central. Donc, il y a vraiment des choses à mettre en place, ou en tout cas à penser et à remanier pour avoir une consultation cohérente et complète surtout, que ce soit au niveau du document ou du programme annuel de prévention. Donc, je ne m'attarde pas, mais s'il y a des questions là-dessus, j'y répondrai bien volontiers, y compris en dehors de ce webinaire. Vous avez mes coordonnées à la fin de la présentation et vous pouvez bien sûr me contacter. Sur les documents uniques d'évaluation des risques, je vous ai dit un élément phare qui a attiré l'œil de l'ensemble des entreprises, puisqu'il faut conserver les documents uniques au moins 40 ans. Et la conservation aujourd'hui, c'est non seulement du document, mais de ses versions successives. Donc, il faut pouvoir retracer l'historique des versions successives. Alors, via un dépôt matérialisé à compter du 1er juillet 2023 pour les entreprises d'au moins 150 salariés, à partir du 1er juillet 2024 pour les entreprises de taille moindre, moins de 150 salariés, mais à ce jour, la dématérialisation n'est pas totalement possible puisque le dispositif de base sur lequel on va devoir déposer les documents uniques et ces versions successives n'est pas encore entré en vigueur, il n'est même pas encore connu à ce jour. Donc, pour autant, d'ici ces échéances-là, il faut déjà conserver le document et ses versions successives, soit sous format papier, soit sous format numérique, nous dit le décret d'application. Ensuite, il y a un accès élargi aux documents uniques. Bien sûr, y ont toujours accès les salariés qui sont encore en poste, pas de débat, ils doivent pouvoir accéder. Il faut d'ailleurs une affiche qui indique à quel endroit peut être consulté le document unique d'évaluation des risques dans l'entreprise, dans les locaux de travail. Les anciens salariés, ça c'est la nouveauté, peuvent aussi accéder aux documents uniques. Et on voit bien là l'un des effets de la loi qui est de pouvoir effectivement permettre aux salariés et surtout aux anciens salariés de démontrer une exposition, de démontrer la façon dont les risques ont été traités ou moins bien traités dans une entreprise donnée. Donc c'est quelque chose qui va effectivement de pair avec l'augmentation des prérogatives du salarié et du droit du salarié de faire valoir une exposition et des conséquences bien ou mal traitées par l'entreprise. Et vous voyez évidemment les liens que l'on peut faire avec les procès liés à la faute inexcusable de l'employeur ou d'autres types de procès, notamment de préjudice civil. Donc tout ça est très important. C'est aujourd'hui le cœur de la loi qui est de renforcer à la fois la prévention, les obligations et le droit d'accès du salarié à ces informations. Toute personne pouvant justifier d'un intérêt peut aussi accéder aux documents uniques. On vise là évidemment les membres du CSE, le médecin du travail, l'inspecteur du travail. Et s'agissant d'ailleurs du SPST, il y a une transmission automatique du document unique au SPST auquel l'employeur adhère. Le décret d'application, je vous l'ai mis en synthèse dans le document, qui vous permet donc de revoir tous ces principes qui sont énoncés par la loi et la façon dont ils sont appliqués concrètement. Alors, sur la durée de conservation, le décret rappelle que c'est 40 ans, pas de nouveauté. Sur les modalités de conservation, c'est là où je vous ai dit qu'en attendant les échéances à venir, format papier ou dématérialisé. Sur la mise à disposition du document élargi aux anciens travailleurs, il y a des précisions dans le décret qui disent notamment que les anciens travailleurs ne peuvent accéder qu'aux parties du document qui concernent leur période d'activité ou leurs conditions d'exposition à eux. On ne va pas tout leur donner. On va leur donner uniquement ce qui va pouvoir les concerner par rapport à leur période d'emploi. Autre modification, cette fois-ci qui concerne les petites entreprises. Pour les entreprises de moins de 11 salariés, il y en a sans doute qui sont connectés, il y a une dispense de mise à jour annuelle du document. Vous savez que pour les plus de 11, le document unique doit être mis à jour à chaque fois
qu'une évolution est constatée dans l'entreprise et au minimum une fois par an. Ce minimum une fois par an disparaît pour les moins de 11 salariés qui n'ont donc à mettre à jour le document unique que s'il y a un changement important qui vient impacter le document unique d'évaluation des risques. Je rappelle aussi qu'à chaque mise à jour du document unique doit être associée une éventuelle mise à jour du programme annuel de prévention, puisque si je décèle un risque nouveau, si je traite distinctement dans le DUERP un risque nouveau, je dois tirer les conséquences de cette modification sur le programme annuel de prévention. Et je ne l'ai pas dit, mais il est évident que pour tous les projets importants impactant les conditions de travail, lorsque l'employeur envisage par exemple une réorganisation du temps de travail, une réorganisation d'un service, il y a nécessairement des impacts sur l'évaluation des risques qui sont donc à ce moment-là traités de façon ponctuelle en dehors des mises à jour récurrentes. Et ce, y compris avec la consultation du CSE tel qu'on l'a envisagé tout à l'heure. Quelques questions peut-être sur le document unique avant de passer aux dernières parties de cet exposé qui sont de bien moindre importance, les dernières parties. Donc, je rassure encore une fois nos participants sur le fait qu'on a vu l'essentiel à ce stade. Oui, quelques questions effectivement. Quand on parle du seuil des 50 salariés pour le DUERP, il s'agit de personnes, 50 personnes ou 50 ETP équivalent temps plein? Sur l'obligation de mise à jour, on est plutôt sur un effectif en équivalent temps plein. Ok. Pour la création du programme de prévention pour les entreprises d'au moins 50 salariés, est-ce qu'il y aura une trame ou un modèle type de ce programme de prévention? Alors, il n'y a pas, associé à la loi du 2 août, des arrêtés qui sont annoncés. C'est vrai que sur beaucoup de points, d'aucuns déplorent qu'il n'y ait pas des arrêtés avec des modèles, mais en l'occurrence, non, sur ce point-là, il n'y en aura pas. Donc, je vous invite à vous rapprocher de vos conseils respectifs, notamment pour voir effectivement quel contenu il faut leur donner à ces documents-là. Et c'est très important de les formaliser. La question est très, très pertinente parce qu'il faut aussi tracer ce programme annuel de prévention de façon très, très formalisée. Donc là, encore une fois, moi je suis à votre disposition évidemment après le webinaire pour répondre à vos éventuelles questions. Mais si vous avez des conseils, n'hésitez pas à leur poser la question de la formalisation. Moi, je ne saurais qu'insister sur l'importance de cette bonne formalisation de l'ensemble de ces obligations. Dernière question sur le sujet, pour les entreprises qui n'ont pas de CSE, qui valide les mises à jour du DU? Alors, pour les entreprises qui n'ont pas de CSE par défaut, c'est-à-dire parce que par défaut de candidature, ce serait… Par taille, je pense. Ou par taille. Oui. Donc, prenons effectivement la situation qui n'ont pas de CSE à raison de leur taille. Ça ne peut concerner que les entreprises de moins de 11 salariés, puisque aujourd'hui, le CSE est obligatoire à partir de 11 salariés. Donc, y compris dans les entreprises avec un petit CSE, il y a effectivement une participation du CSE. Bien évidemment, il n'y a pas de commission santé-sécurité, mais par contre, il y a des CSE, des membres du CSE qui peuvent effectivement participer à l'élaboration des risques. En revanche, il n'y a pas forcément cette obligation de consultation formelle telle qu'elle existe dans les entreprises de plus de 50 salariés au niveau du CSE. Et si par contre la question vient d'une structure où on dépasse le seuil de 50, mais il y a un PV de carence parce que pas de candidat, s'il n'y a pas de CSE, il n'y a pas de consultation. Par contre, on va associer les acteurs autres, c'est-à-dire la médecine du travail et tous les acteurs qu'on a vus, les préventeurs, à l'évaluation des risques. Mais si je n'ai pas de CSE, à l'impossible nul n'est tenu, je ne vais pas consulter une instance que je n'ai pas. Entendu, merci. Je vous invite à continuer, Maître Cohen. Très bien, donc très très rapidement, parce que ça ne mérite pas plus de temps. En tout cas, c'est peut-être un peu réducteur comme avis, mais je trouve que parler de ce sujet de la QVT qui se transforme en QVCT, c'est effectivement un peu abscon, ou en tout cas, plus exactement, on peut considérer que dès lors qu'on avait introduit dans le Code du travail la notion de QVT, on avait implicitement intégré là-dedans les conditions de travail. Il y a toute une discussion sémantique sur est-ce que ça change quelque chose, est-ce que ça ne change rien. En tout cas, ce qu'il faut vraiment retenir pour les entreprises qui sont notamment assujetties à la négociation annuelle obligatoire, c'est-à-dire
les entreprises de plus de 50 salariés qui sont dotées de délégués syndicaux dans leur entreprise, c'est qu'il faut appeler la négociation sur la QVT désormais la négociation sur la QVCT et bien intégrer dans les échanges la notion de conditions de travail. Alors, même si finalement le texte n'est pas forcément très coercitif, puisque le texte nous dit la négociation annuelle obligatoire, donc prévue sur la QVT, peut également porter sur la qualité des conditions de travail. Donc, il y a une espèce de contradiction entre la loi qui érige vraiment en valeur très importante le fait de passer de la QVT à la QVCT, mais qui dans le même temps nous dit, par contre, pour la négociation, c'est facultatif, c'est pas obligatoire. Moi, j'avoue que j'ai beau me poser la question et relire le texte depuis qu'il a été publié, la nuance m'échappe. Ce que je conseille globalement aux entreprises qui nous écoutent, c'est de bien marquer l'intégration de ce thème dans les négociations, ce qui ne veut pas dire qu'on va négocier des choses extraordinairement nouvelles sur les conditions de travail, mais simplement qu'on intègre dans cette négociation sur la QVT l'aspect conditions de travail. Petit flash info sur la définition du harcèlement sexuel, juste pour vous dire qu'il y avait un écart entre le Code du travail et le Code pénal sur la définition du harcèlement sexuel qui aujourd'hui est résorbé, cet écart, puisqu'on aligne les deux définitions, ce qui veut dire que dans le Code du travail, on trouve désormais dans les agissements qui sont qualifiables de harcèlement sexuel, non seulement les agissements répétés, etc., que vous connaissez en matière de harcèlement sexuel, mais également les propos ou les comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui portent sur la dignité, atteinte à la dignité du salarié en raison de leur caractère dégradant, humiliant, etc. Donc ça, c'est l'ajout qui est fait pour viser les propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste. Et puis ensuite, il y a aussi dans le Code du travail l'intégration de ce qu'on appelle le harcèlement de groupe. Pour faire court, vous savez qu'en matière de harcèlement, il faut normalement une répétition par une même personne des agissements qui sont visés par le Code pénal. Ce qu'on dit à propos du harcèlement sexuel, c'est qu'on peut retenir la qualification de harcèlement sexuel, y compris si le harcèlement n'est pas le fait d'une seule et même personne, mais serait le fait de plusieurs personnes qui, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, savent effectivement qu'elles n'agissent pas de façon isolée. Donc voilà, c'est quelque chose qui est très technique sur le plan pénal. Je n'y vais pas plus loin, mais juste pour vous signaler qu'il y a cette modification qui étend donc le risque de tomber dans le champ du harcèlement sexuel. Et enfin, dernier point que je voulais voir avec vous, c'était le passeport de prévention, qui est un dispositif qui, pour l'heure, ne peut pas être très développé dans mon propos, puisque le décret d'application sur ce point n'a pas encore été publié. C'est un document qui est censé recenser l'ensemble des qualifications acquises par un salarié à l'occasion de formations sur la santé et la sécurité au travail, qui va être rempli par plusieurs personnes, c'est-à-dire que le salarié peut le remplir pour les formations qu'il a suivies de sa propre initiative, l'employeur peut lui-même, alors bien sûr avec l'accord du salarié pour accéder aux documents, remplir les formations qu'il a fait suivre à son salarié, et de leur côté, les organismes de formation peuvent aussi renseigner le passeport de prévention. Le salarié peut autoriser l'employeur à consulter l'ensemble des données du passeport de prévention, et ce, évidemment, pour déterminer les besoins en prévention, plutôt les besoins en formation, excusez-moi, et tout cela va entrer en vigueur de façon plus concrète au plus tard le 1er octobre 2022, puisque effectivement, il faut un décret d'application qui lui-même va s'inspirer des travaux du Comité national de prévention santé-travail. Voilà, je n'en dis pas plus, simplement, là encore, on voit bien en filigrane dans toute cette loi la traçabilité et la traçabilité qui apparaissent dans tous les domaines, que ce soit en matière de prévention, de suivi individuel du salarié ou de formation, tout ça convergeant vers le renforcement de la santé au travail. Et c'est quelque chose qui alourdit bien sûr les process au sein des entreprises, on va dire pour la bonne cause, tout le monde est unanime là-dessus, mais qui alourdit effectivement considérablement les formalités à réaliser. Je termine juste sur l'offre socle des SPSTI pour vous dire que la loi du 2 août 2021 a élargi les missions du SPSTI qui avait déjà intégré dans leur offre de service tout ce que la loi aujourd'hui
inscrit dans le marbre, dans le texte. Je vous ai dit, par exemple, sur le document unique d'évaluation des risques, que même si ce n'était pas écrit de façon littérale dans le Code du travail, les SPSTI avaient déjà bien en tête le fait qu'elles étaient un acteur précieux, que les médecins de travail et l'équipe pluridisciplinaire sont des acteurs précieux pour aider à l'évaluation des risques. Donc, on n'a pas attendu la loi du 2 août pour imaginer cette coopération-là. Il n'empêche que la loi l'inscrit aujourd'hui textuellement et que ça fait partie de l'offre socle. S'agissant de cette offre socle, on dit quoi? On dit que tous les services de santé au travail, donc tous les services de prévention santé-travail de France, doivent aligner ou en tout cas harmoniser leurs offres de services et que pour ce faire, il faut effectivement qu'une offre commune soit établie. C'est chose faite aujourd'hui puisque le Comité national de prévention de santé-travail a créé un document qui s'appelle l'offre socle de services et qui permet de voir ce qui est dans la mission des SPST et que le décret d'application annoncé pour approuver par voie réglementaire cette offre de service a aujourd'hui également été publié. À côté de l'offre de service obligatoire, qui correspond donc à la cotisation qui est versée par les adhérents, les services de prévention santé-travail vont pouvoir aussi offrir des services complémentaires à titre facultatif dans le respect des missions générales qu'ils peuvent avoir en dehors des missions imposées, entre guillemets, par le législateur. Voilà, donc l'offre socle aujourd'hui, elle est connue. Je ne m'attarde pas dessus parce que c'est un document qui est assez volumineux et qui n'intéressera pas tout le monde de la même façon, mais en tout cas, sachez qu'il peut effectivement vous servir de base de lecture. C'est le document qui a été présenté par le Comité national de prévention santé-travail à la DGT, qui elle-même l'a repris dans un décret qui aujourd'hui est relatif à la liste et aux modalités de l'ensemble de l'offre socle de services qui est intégrée dans la cotisation. Et notamment, je cite seulement un exemple, par exemple la fiche d'entreprise que le service de santé au travail s'efforce de réaliser au profit des adhérents fait partie de l'offre socle. Les actions en milieu de travail font partie de l'offre socle. Le suivi médical individuel des salariés fait partie de l'offre socle. J'en passe et des meilleurs. En tout cas, tout ça pour vous dire que c'est plus quelque chose qui, en tout cas concernant les services qui étaient aujourd'hui déjà agréés, moyennant la démonstration d'un certain nombre de ressources et de contenus d'offres de services, vont finalement continuer à travailler avec ce souci de répondre effectivement aux besoins d'accompagnement des entreprises. Elles n'ont pas attendu ces structures-là le décret pour le faire. Il n'empêche que le décret formalise un petit peu mieux les choses pour dire ce qui est dedans et ce qui pourrait à la limite sortir de cette offre socle pour devenir une offre complémentaire. Je vous remercie de votre attention sur l'ensemble des éléments que nous avons parcouru rapidement. C'est toujours un peu le challenge d'un webinaire que d'être à la fois précis mais rapide. Je vous précise donc que je travaille au sein du cabinet Chassaigny-Wattrelos qui est à votre disposition et moi en particulier avec mes coordonnées qui s'affichent pour aller plus loin si besoin était dans l'analyse de ces textes et dans l'accompagnement surtout en conseil pour pouvoir vous aider à mettre en œuvre l'ensemble de ces dispositions. Merci encore au GEST pour cette invitation et je vous laisse la parole, Gaëlle, y compris pour traiter d'éventuelles questions qui vous sembleraient importantes. Merci, Maître Cohen, pour votre intervention. Nos participants sont en train de quitter progressivement ce webinaire et de vous remercier pour la pédagogie dont vous faites preuve toujours lors de ces webinaires pour traiter le plus simplement possible des sujets qui sont assez complexes. Toujours. Donc, merci à vous pour votre intervention. Je pense qu'on a fait le tour de la plupart des questions, en tout cas dans le temps qui nous était imparti et sur lesquelles nous avons un petit peu débordé. Nous remercions nos participants, nos nombreux participants. Un petit sondage est en ligne si vous avez encore 3 clics de temps à nous accorder pour y répondre. Merci encore à vous, Maître Cohen, et à votre cabinet pour les conseils que vous nous donnez tout au long de l'année, nous, services de santé au travail et aux entreprises, évidemment. Le support du webinaire et le replay seront en ligne sur le site de GEST et puisque la question m'a été posée au moins 500 ou 600 fois à l'instant, on va peut-être faire un mailing pour vous envoyer tout ça de manière très très simple pour que vous puissiez récupérer les supports.
Il me reste à vous remercier, à vous souhaiter un bon appétit et bon début de semaine à toutes et à tous. Que la force soit avec vous. Merci Gaëlle. Merci à toutes et à tous. Au revoir. Au revoir. Je vais arriver à terminer l'événement.